Et c'était pour vous Trop beau de L'Homme Pâle. Vous êtes sur IRM.radio, il est 11h06. C'était vraiment très beau. Hein. Magnifique. Moi j'adore. Les fins d'histoire d'amour. Et d'ailleurs choisi par Laurent. Donc, La passion à la fin. Oui. Et comme quoi, même les anciens, ils écoutent du hip-hop. Ouais, les anciens qui ont des enfants qui baignent. qui ont un peu l'âge de ça, qui ont 24, 22, 16 et 16. Donc, ouais, les quatre, c'est ce qui les unit. Et notamment Necfeu, L'Homme Pâle. Et je découvre, j'adore les textes, j'aime bien la puissance de ce qu'on vient d'entendre. Et voilà, c'est juste magnifique, quoi. Même à 11h07. Ouais, Laurent Lafontaine qui aime L'Homme Pâle. Ouais. On s'attendait pas à celle-là. J'aime bien Laurent Lafontaine. Oui. J'aime bien. Jean de La Fontaine. Bah oui, c'est fait exprès. Ouais, mais parce que aujourd'hui t'écoutes plus la. Enfin, moi j'écoute très peu la radio, j'écoute absolument aucune musique à la télé, évidemment comme plus personne je crois. Et donc par définition tu rentres dans des tribus affinitaires, Deezer, etc. Et bah oui, c'est tes enfants, c'est tes potes, c'est. Enfin voilà. Et ça prouve aussi que dans le hip-hop il y a des très beaux textes. Mais il y en a 1 milliard de beaux textes dans le hip-hop. Contrairement à ce que dit Zemmour et consorts. Ah, ça commence à cracher, ça fait plaisir. Bah non, mais on crache, non, un comme je crois qu'on va crash parler de début, lui tout à l'heure. Bien sûr. Tu connais la thématique de Crash ton venin? Oui, bah, je sais que vous dites Alors, des. Voilà, allez-y, vas-y. On dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Alors, j'aime pas trop cette phrase dans l'absolu parce qu'elle fait penser c'est un vieux slogan du Front National. On dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Ouais. Je savais pas. Ouais, bien sûr. Mais bon. Mais nous, les phrases n'appartenant à personne, voilà, chacun peut les récupérer. On l'utilise à bon escient. À bon escient. À bon escient, voilà. Alors, on va commencer, on va reparler de ton passé un Ouais. petit peu. On va voir comment tu es devenu Laurent, que tout le monde. Enfin, moi, j'ai pas arrêté de regarder pendant l'adolescence. Hein. Toi aussi, je suppose. Totalement. Un Arrête de fan. te manger les ongles. Fan. Arrête de te manger les ongles. Mon passé, oh mon Dieu. Ton passé. Alors, comment t'étais quand t'étais petit? T'étais bon en train, filou, malin J'étais un gamin issu d'un milieu modeste qui avait perdu sa maman quand il avait 7 ans et à qui on a un peu caché ça. Et donc j'étais un peu l'enfant qui jouait la comédie du bonheur en permanence pour pas que mon père soit mal. Mon père a une nouvelle femme et je voulais pas qu'il soit mal et je voulais qu'il soit heureux. Et Tu pensais déjà aux autres? c'était pas, je veux pas le retourner version positive pour moi. Non, je me protégeais de cette façon-là. Et donc peut-être que c'est comme ça que j'ai appris entre guillemets ce que j'appelle la comédie du bonheur et peut-être à devenir un peu animateur de ma vie ou déjà jouer avec les choses, etc., etc. Donc, est-ce que au final, ce bonheur, c'était une façade pour cacher ta tristesse? Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir une enfance très heureuse en réalité, donc j'ai un peu du mal à dire ça. Et c'est tellement loin. Je suis tout d'un coup sérieux là le matin. Il pleut à Paris, je me suis cité. Ouais, j'ai une enfance super malheureuse, le mec qui veut se faire plein de directs. Ouais, j'ai pas un souvenir de mon enfance qui est un souvenir heureux, épanoui, etc., etc. Donc voilà. Donc c'est pas une période de ma vie que je regrette ou sur laquelle j'ai hâte de grandir. D'accord. Et l'école, ça se passait bien? Ouais, plutôt bien. T'étais plutôt bon élève, t'écoutais? Ouais, j'étais élève moyen, qui est suffisamment malin pour passer sage. à travers les gouttes. Voilà. Ça m'étonne T'étais pas. sage ou pas du tout? J'étais un enfant très sage enfant, et après je suis devenu un peu plus dissipé. À partir de l'adolescence, j'étais rédacteur en chef de mon bahut, j'écrivais des poèmes aux filles, je foutais le bordel. Alors, t'as été rédacteur en chef de ton bahut? Du journal de mon bahut, ouais. Comment t'es venue l'idée? Comment ça s'est passé? Parce que c'était les années, d'abord je te parle des, Vas-y, des années Allez. 1912. Ouais. Non, c'était les années 70, donc je suis né en 62, j'ai 57 ans, donc c'est 70, et 70, on était tous de gauche, tous contre la peine de mort. Enfin, quand t'avais 15 ans, ça a bien changé. T'attendais que la gauche... Oui, bien sûr. T'attendais que la gauche arrive au pouvoir et qu'on était... Voilà, et donc j'étais... Je participais aux manifestations de mon lycée, je faisais des piquets de grève. Bon, t'étais souvent absent. Non, j'étais assez présent, mais non, parce que la vie au lycée, c'était super important. Justement, ça me permettait de m'échapper de la maison. Donc c'était un truc important. C'est là où il y avait ma famille, mes potes, mes copines, etc. Mais j'étais assez engagé, ouais. J'étais un jeune engagé. Et pourquoi tu voulais t'échapper de la maison? T'aimais pas l'ambiance qu'il y avait chez toi? Bah, on peut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, j'aimais pas l'ambiance. T'as eu des frères, des sœurs? J'ai eu une grande sœur, mais qui s'est mariée très jeune. Et puis j'ai eu une demi-sœur qui était trop mignonne, mais voilà. Et puis j'ai eu surtout... Trop mignonne, ce qui veut dire
Trop mignonne. T'avais envie de la pécho? Non, non, non. Ça se fait pas en famille, hein. C'est demi-sœur quand même. C'était une demi-sœur qui était même pas une demi-sœur, c'était la fille de la nouvelle femme de mon père. C'est pour ça, sur un malentendu, pour se faire la main. Non, c'était comme ma petite jumelle, elle avait le même âge que moi, et voilà, donc ça a été plutôt cool de ce point de vue-là, c'était un peu une bouée de sauvetage dans la famille. Mais j'avais une belle-mère qui était très méchante, tu vois, les belles-mères de contes de fées. J'ai connu ça. Voilà, donc Une sorcière. qui avait la main leste, qui avait pas la bouche propre, qui disait que des choses méchantes, tu vois, voilà. Bon, qui te prenait pas un peu, qui te prenait pas comme son enfant, tout simplement. Voilà. Alors, on parlait des manifs, on parlait que tu prenais des initiatives dans ton bahut, comme on dit. On peut considérer que tu étais un chef de gang? De gang, non, mais un chef de bande, oui. Ouais. J'avais déjà ce côté, j'avais très envie de mobiliser des gens, de les convaincre. Oui, bien sûr, ouais. Donc, dès tout petit, tu étais déjà prédisposé J'étais remarqué au lycée, quoi. Voilà, j'étais populaire, comme on dirait aujourd'hui. Populaire. Tu vois. Est-ce que tu étais beau gosse? Non, mais j'étais super charmant et j'écrivais vraiment des très jolis textes, Sophie. Non, je ramais pas mal avec les filles. Ce lover. Tu charmais pas les femmes avec tes yeux, non? T'étais malicieux, le regard tendancieux, non? Non, je sais pas, en fait, je me posais pas trop la question. T'avais la cote ou pas? Mais j'ai été très amoureux tout de suite, très jeune, d'une fille quand j'avais 15 ans, qui s'appelait Brigitte, que je vois toujours. T'as pas oublié? Tu la vois toujours? Je la vois toujours. T'es obligé de la voir d'ailleurs, non? Non, mais elle a été mon amie pendant... elle a été ma petite copine de 15 ans à 24 ans. Ah oui. Donc ça a été quand même une histoire très importante. C'est ma première femme, si j'ose dire. Mon premier amour. Et ouais, elle a mon âge aujourd'hui, mais je la vois tous les ans. Quand elle vient à Paris, on se voit, on bouffe ensemble. Enfin, on s'est jamais vraiment quitté de vue, etc. Bien sûr, c'est quelqu'un que j'adore. Est-ce que tu étais... Donc, pour répondre à ta question, j'étais pas tellement shopper parce que j'étais très lover de Brigitte, qui était pour moi la plus belle femme que j'avais jamais vue de ma vie. Mais il le sait, Manu? Manu, lequel? Ah, Manu, parce que tu penses que c'est Brigitte. Non. Enfin, moi, c'est vrai que le nom Brigitte résonne en moi comme la femme du président. Il y a d'autres Brigitte, je te rassure. T'étais plutôt lover, alors? Ouais, d'elle. Dans le love to love. Bien sûr. C'est drôle parce que au bureau, il y a... je raconte ça. Au bureau, il y a 3 semaines, je rangeais des cartons et tout d'un coup, j'ai vu une espèce de paquet, tu sais, comme quand on voit dans les films avec le ruban autour. En fait, c'est des lettres que je lui envoyais quand j'avais 16 ans, quoi. Et il y en avait, mais 20 ou 30. Et tu les as gardés? Elle lui renvoyait. Elle lui renvoyait. Avec marqué gros connard. Sur chaque lettre, il y avait marqué espèce de gros con. Non, mais je pense qu'elle a dû me les refiler un jour. Je ne sais pas pourquoi. Et je les ai gardés. C'est incroyable. Ah, oui. Et tu les as relus ou pas? Ouais. Et t'as éprouvé quoi? J'ai pleuré. non, tu les as relus ou pas, sérieusement? J'ai pas relu, mais parce que c'est plein de petits fragments de plein de trucs. Mais j'ai lu quelques passages. Ouais, c'était trop mignon. Ça t'a fait rire? Ça m'a fait dire que la vie passe vite. T'as pas vu le temps passer. Voilà, pour être un peu original, avec une phrase originale. Donc, t'as quitté l'établissement, t'as eu quoi comme diplôme? Raconte-nous un peu ton parcours. Licence de lettres, j'ai fait une école de journalisme qui s'appelle l'ESJ, et puis j'ai très vite travaillé, parce que j'avais très envie, là encore, je te le disais tout à l'heure, j'avais très envie de m'extraire de l'enfance, moi, j'avais très envie d'être adulte, d'être indépendant, de faire des choses, etc. Et de partir de chez toi, certainement aussi. Voilà, donc je suis parti de chez moi très tôt, à 17-18 ans, même d'avoir le bac, et d'ailleurs je suis allé chez Brigitte. Qu'on embrasse d'ailleurs. Qu'on embrasse. T'as squatté chez Brigitte. Habite Saint-Malo, alors on l'embrasse de Saint-Malo, je sais pas si elle nous écoute, je t'embrasse Brigitte. Donc voilà, et j'ai bossé assez vite, journaliste, puis assistant parlementaire de député, dans les années 80. T'as trouvé tout de suite du boulot? Ouais, c'était une belle époque. Bah, c'est plus la même au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça que je te pose la question. Ça a été facile, instantané Ouais, mais je dirais que ça c'est un truc qui serait, si je devais résumer en fait ma vie professionnelle globale, les débuts jusqu'à ensuite les gros succès sur TF1, etc. Je dirais que c'est le mot facile qui me... Alors c'est pas bien de dire ça, parce qu'en réalité, il faut toujours dire que tu as bien ramé, que tu en as bien chié, que tu as beaucoup bossé. C'est pour ça que je te pose la question, est-ce que ça a été facile? Mais tout a été relativement comme une sorte de parcours assez tracé, quoi. Je sais pas comment les choses s'enchaînaient, les choses arrivaient. Et comment tu l'expliques? Quand tu couches, c'est plus simple. Déjà, non mais déjà il y a ça. Promotion canapé. Mais encore mal au cul. Bien sûr, quand tu couches, c'est plus simple. Non, mais je sais pas, parce que j'en sais rien, une espèce de pêche, d'énergie qui fait. Sourire, ouais, et puis je crois que les gens, vous en savez quelque chose, les gens qui ressentent chez toi une envie de faire quelque chose, etc. Au final, ça tombe. Alors à moins que tu aies zéro talent et que tu saches rien faire. Mais globalement, je pense que... T'étais un bosseur aussi.
Ouais, j'étais toujours dans une sorte d'énergie, ouais, toujours. Mais je le suis toujours aujourd'hui, hein. Enfin, tu vois, il y a toujours ce côté-là. J'adore bosser, j'adore faire ce que je fais, j'adore travailler. J'imagine même pas ma vie sans travail. Ouais, une énergie positive, constante. Ouais, moi, quand tu penses qu'il y a des mecs de mon âge qui pensent déjà à la retraite, ou qui pensent déjà à la retraite, qui pensent déjà depuis 20 ans à la retraite, enfin, c'est un mot qui n'existe même pas dans ma tête. Ça, je m'imagine pas. Ah, mais même pas en rêve. Je peux pas m'imaginer, même à 90 ans, si je peux bosser, je bosserai. D'accord. Et comment t'es arrivé à travailler sur TF1 Ça a été quoi ta chance? T'as 4 heures? Ouais, vas-y, non mais vas-y, on va faire rapide. Bah, je viens de te dire, c'est... Ça nous fait rêver, nous on t'a vu à la télé, alors on a envie de comprendre ton parcours. Je viens de te le dire, c'est une rencontre avec Pascal Bataille dans les années 80, qui était un pote avant tout. Ensuite, on écrit un bouquin ensemble, on écrit 3 bouquins ensemble. Et puis avec ce bouquin, il y a une chaîne qui se crée sur... moi, j'étais chef du service de presse d'un ministère à l'époque. Tu sais, dans les années 80, j'ai fait de la politique. J'étais membre du PS, Parti Socialiste, pour ceux qui se souviennent de quoi ça ressemblait. Maintenant, ils se réunissent dans une cabine téléphonique, mais ils étaient plus nombreux à l'époque. Ils crachent. Et donc, j'étais assistant parlementaire de député PS. Ensuite, je suis en 88, quand Mitterrand a gagné pour la 2e fois les élections présidentielles, je suis devenu chef du service de presse d'un ministère qui s'appelait les PTT et qui était dirigé par un homme qui s'appelait Paul Quilles. Là, je deviens chiant, il faut que je remette un peu de trucs un peu plus machin. Et il se trouve que j'étais pote avec Pascal et on a écrit des bouquins ensemble de potes qui s'appelaient Les Guides de la Combine à l'époque. Et comment t'es arrivé à la télé? Et bah parce qu'un jour, il y a eu un coup de fil d'un mec qui travaillait dans une chaîne de télé qui n'existait pas encore, qui s'appelait Canal Jimmy, qui était une chaîne du groupe Canal et qui nous a dit: j'ai vu vos bouquins, Pascal et toi. C'est pas mal, est-ce que vous pourriez nous faire une chronique? Donc, ouais, pourquoi pas. Donc on a fait une chronique qui s'appelait La Chronique des Rebelles, sur une chaîne qui était regardée par 2753 personnes à l'époque, qui s'appelait Jimmy. C'est quand même 2700 personnes en plus que nous. Quand même. Et donc voilà, et donc je me suis retrouvé effectivement à faire de la télé avec Pascal à ce moment-là, et puis ça s'est enchaîné. Et le duo, il a fonctionné. On a fait Jimmy, et puis sur Jimmy, le duo a fonctionné, et puis il y a un mec qui nous a appelé un jour qui s'appelait Stéphane Courby, mais quelques mois après, en disant: bonjour, je m'appelle Stéphane Courby. J'adore. Je bosse chez De Chavannes, je lance une émission, ça va parler d'argent, ça va s'appeler Combien ça coûte. On a besoin de chroniqueurs, est-ce que vous voudriez bien venir? Ouais, vas-y, on y va. Donc on a fait Jimmy plus TF1. C'est vrai que tu as bossé avec De Chavannes. Oui, c'est vrai. Après, chez Combien ça coûte, produit par De Chavannes. De Chavannes, un jour, il nous a regardé, Pascal et moi, il nous a dit: venez voir les deux là. Il nous a fait rentrer en son bureau, il nous a dit: voilà, trop bien. Faites un truc avec moi. Et on a commencé à bosser avec Christophe. Et lentement, tout ça a fait qu'en 96, TF1 avait besoin d'animateurs pour le mardi soir, et qu'ils ont pensé à nous deux pour animer. À l'époque, il n'y a pas photo. Ouais. Ça a duré 5 ans. Et puis le rideau que tout le monde a connu, encore 5 ans. Ça a duré longtemps. Ouais, voilà, donc ça fait 98, 2008, 2009 à TF1. Et voilà. Tu as bossé aussi avec Coé? Ah ben j'ai produit Coé. J'ai amené Coé à TF1 en 2004. Ah, c'est toi qui as amené Coé, d'accord, à TF1. Bien sûr. Coé, je suis invité dans ses émissions le matin. Sur Fun, et Pascal voulait pas y aller parce que c'était très tôt, et puis que Coé c'était un peu trash à l'époque, tu vois, c'était le côté je mange des ognons crus le matin, que des trucs de cul, et une sacrée vie aussi, Coé. Une sacrée histoire. Bien sûr. Un peu comme Michael Youn. Bien sûr. Et je suis arrivé dans un studio de radio le matin, il y avait toute sa bande, il y avait Cécile, il y avait Nico, il y avait Cartman, toute la bande qui a toujours été autour de lui. Oui. Et j'ai vu le mec et je me suis dit: waouh! J'avais vu De Chavannes bosser. Pour moi, c'était le meilleur animateur, quoi qu'on pense de Christophe, des années 90. Je vois la Coé devant moi et je me dis: ce mec, mais c'est un mélange d'Alain Chabat des Nuls dans le rythme et de Patrick Sébastien. Enfin, c'est un truc assez bizarre. Ça, c'est vrai, ouais. Coé, c'est un mélange de public très populaire et d'humour gras et populaire, très potache. Et à la fois, il a des rythmes et des systèmes d'humour qui sont presque du niveau... je vais faire hurler en disant ça, mais je peux en discuter avec n'importe qui sans aucun problème. Ouais, des nuls, ou des gens qui faisaient déjà un humour assez 18e degré, très fort, qui va loin, qui envoie un peu, etc. Et j'ai trouvé le mec génial, animateur de génie, à la radio, et on a tout fait pour l'amener à TF1, et on a fait la méthode Coé. Voilà. D'accord. Et c'était pas simple, parce qu'à l'époque, il fallait convaincre quand même la direction de TF1 de faire venir un mec qui, tous les matins, cassait la Starac dans son émission à la radio, en disant que c'était de la merde. C'était très compliqué. Ouais, mais à la fois, il avait du talent, donc mais ça en même temps, il bossait pour la même boîte, donc...
Pourquoi la même boîte? Pour TF1 au final. Après. Mais quand il a été embauché à TF1, il critiquait TF1. Ah d'accord. Voilà. Donc ils ont pris quelqu'un qui le critiquait pas, c'est plutôt pas mal. Ouais, puis c'était le jeudi soir après Julie Lescaut, fallait quand même faire de Maître Coé, etc. Donc on l'a produit. Ils ont eu les crocougnès. Et ça a été une sacrée émission et que tout le monde regardait. Moi je sais que ma génération 88, bien sûr, que ce soit le Rideau ou que ce soit Coé, enfin on était bercés par ça quoi. On produisait les deux émissions, le lundi soir le Rideau et le jeudi soir Coé. Et Hanouna, t'as travaillé avec, c'est toi qui l'as produit aussi? Non, j'ai jamais produit Cyril, mais Cyril je connais depuis très longtemps parce que Cyril il a commencé à Comédie dans les fins des années 90, il était au service comptabilité en tant que stagiaire. De Chabat après. Et puis après il a monté. Et tous les soirs il allait à la grosse émission à l'époque, il allait essayer de faire des petits rôles, des petits trucs, des petits textes. Enfin, il avait tellement envie et il était déjà. Mais il a fait aussi comme Michael Youn, il montrait ses fesses et tout. Oui, bien sûr, je m'en rappelle. Bien sûr. À la supérette rue de Meaux, à côté de Comédie. C'était top. Non, mais n'empêche que maintenant il est bien, mais c'était quand même marrant. Et Cyril, quand on a fait Coé, justement, on l'a beaucoup invité dans l'émission de Coé parce qu'il faisait des one-man shows, parce que machin. Et je pense qu'il en a toujours, il a une grande qualité, Cyril Hanouna, là encore. Je sais que tout le monde aime bien chier sur sa gueule en permanence. Ouais. Mais il a un talent absolument incroyable d'animateur. On peut détester ce qu'il fait, mais en termes d'animation pure, il va voir ce que le mec il envoie pendant 2 heures et demie tous les soirs. Je compatis. À 100% sur sa tête à lui, et c'est pas. Il donne tout, quoi. Et c'est tous les jours, toute l'année. Puis il organise des choses auxquelles personne ne pense quand même. Bien des sûr. Débats où, quand tu vois Marlène Schiappa qui y va. Enfin, on s'y attend pas, on s'y attend pas. Ça, c'est dans Balance ton poste. Oui, c'est toujours. Mais il fait plutôt des émissions où on voit de tout. Tout type de personnes, tout type d'individus. Et puis il est malin. Parce que je pense que de s'entourer de toi aujourd'hui aussi. Pour Balance ton poste, je trouve ça très malin, très intelligent. Un truc en plus. Enfin, en toute franchise. Alors ça, c'était l'année dernière. Merci, c'est gentil. Mais ça, c'était l'année dernière pour le lancement de l'émission. Là, j'ai un peu calmé. C'est marrant parce que je l'ai vu hier matin dans l'avion. Il revenait de Marrakech et j'étais dans le même avion que lui. Et on a parlé, ça faisait 2 mois que je n'avais pas vu Cyril. Donc, il était avec Isabelle, non? Morini-Bosque. Ouais. Mais oui, il tournait, je crois qu'Isabelle Morini-Bosque et il y avait Jean-Michel Vert dans l'avion. Je sais pas ce qu'ils ont tourné ce week-end à Marrakech, mais on a tchatché un peu. Mais voilà, oui, j'ai bossé toute l'année dernière avec Cyril. C'est quelqu'un pour qui j'ai une admiration professionnelle indéniable, parce que moi j'admire les gens qui font, même là encore, si c'est pas ma cam forcément. Oui. Je respecte toujours le talent des gens et je sais que faire ce taf-là, c'est un métier de talent. Moi, je ne m'estime pas être un pur animateur. Pour moi, De Chavannes, Coé, Hanouna, dans les années maintenant, 2010, c'est 3 purs animateurs. Comme 3 personnalités. Ouais, c'est des mecs qui sont en soi le talent et en soi ce que tu viens voir. Tu vois, moi, il y avait un concept, on venait me voir, Pascal et moi, on venait nous voir, mais on servait le concept. Moi, je sais pas faire rire 250 personnes sur une scène. Si tu me fais monter sur une scène, je suis ridicule, je me chie dessus. Mais voilà, ces 3-là dont je parle, De Chavannes, 90, Coé 2000 et Hanouna 2010, c'est des mecs qui font juste rire des gens. Voilà. Avec eux, on s'ennuie pas, mais c'est marrant parce que ces 3 personnes, ils plaisent pas à tout le monde. On crache beaucoup sur eux. Oui. De Chavannes, pareil. Bien sûr, il a été très détesté. Coé, n'en parlons pas. Comment t'expliques ça? Comment tu expliques que ça plaît et qu'en même temps... Parce que je pense que c'est... Une jalousie? Non, mais parce que c'est des gens qui jouent aussi beaucoup sur une rapidité, un humour qui plaît pas forcément à tout le monde, qui peut choquer, qui peut étonner. Que c'est des gens qui ont été dans la réussite. Ils montent trop vite. Ouah, trop vite, je peux dire que Cyril Hanouna, ça fait 20 ans qu'il rame. Oui, mais ça, on le sait pas. Tu sais, l'envers du décor, on le voit pas forcément. Cyril, les gens ont l'impression que depuis qu'il a rencontré Bolloré, il est devenu riche, etc. Non, mais Cyril, c'est ça que je veux mettre en avant. Cyril, il faisait des petites scènes avec 30 personnes pendant des années, il rodait ses blagues, enfin, c'est un type... Et De Chavannes aussi. D'ailleurs, il aurait dû les roder encore un peu plus. Et Coé. Mais oui, bien sûr. Mais Coé, il a commencé il faisait de la radio amateur à 16 ans, 15 ans. Enfin, il a une vie qui n'était pas simple. Bien sûr. Parce qu'on a l'impression tout de suite que ça y est, ils y sont arrivés comme ça. Les gens, ils les prennent de haut parce qu'ils se disent non, mais ils sont là que d'aujourd'hui. Alors que non, il y a tout un travail, il y a une envergure derrière. Il y a un talent fou. Mais voilà, donc pourquoi les gens les aiment pas? Parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Voilà, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, comme dirait l'autre. Dans ton parcours de télé, est-ce qu'il t'est arrivé d'être déçu? Est-ce que tu as eu l'impression d'être instrumentalisé? Ça t'est déjà arrivé? Instrumentalisé? Déçu? Utilisé? Oui. Instrumentalisé, non, parce qu'instrumentalisé voudrait dire que je n'étais qu'un instrument. Ouais. Donc pas conscient d'être manipulé. Exactement, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Bah oui, plein de fois, par définition. Par TF1, quand tu es animateur sur TF1, tu es par définition utilisé, mais dans le sens
j'y vois pas de critique en disant ça. Tu n'en avais pas conscience? Si, justement, j'en ai toujours eu totalement conscience. Après, je pense que quand tu prends ton billet, tu vois les choses différemment, quoi qu'il arrive. Ouais, mais c'est même pas le problème de prendre son billet, parce que ça a un côté un peu... vénal, peut-être, je vois ce que tu veux dire, mais... Il y a une part de ça, certainement, c'est comme les gens qui crachent dans la soupe en permanence, enfin, moi, ça, tu vois, t'as envie de dire, ben ouais, fallait pas y être, quoi, enfin, tu vois, bon... surtout quand on sort. Clairement. Mais toi, tu l'acceptais, tu faisais avec. Non, mais après, ça dépend ce que j'acceptais, parce que tu vois, on a l'impression que c'est un truc terrible. Mais oui, bien sûr qu'on utilisait notre image, oui, bien sûr, selon les émissions. Ouais, mais est-ce que j'ai été manipulé ou instrumentalisé? Non, parce que justement, je pense que j'ai toujours été conscient de ce que je faisais. D'accord. Il n'y a rien de ce que j'ai fait que je ne puisse pas aujourd'hui assumer, refaire certainement pas, mais assumer, parce que j'ai plus l'âge, mais assumer. Voilà, je me suis pas senti merdeux sur un truc, et quand je me suis senti merdeux sur un truc, j'ai arrêté de le faire. Je vais vous donner un exemple précis. Au moment du rideau, on a commencé, il fallait faire très fort. On savait pas du tout ce qu'allait donner cette émission au départ. Donc évidemment, les histoires... Elle était tellement émouvante. Et une des histoires qu'on a eues au bout de quelques mois, c'était un mec qui venait dire à sa mère, donc je sais pas si vous avez vu le rideau, il y avait un type qui venait annoncer quelque chose à quelqu'un. C'était toujours positif, c'était jamais je t'ai trompé, mais c'était je t'aime, reviens. Donc c'était toujours positif dans l'absolu. Et là, il y a un type qui nous dit je voudrais annoncer à ma mère que je suis homo. Et on a fait donc ce coming out. Il y en avait déjà chez Delarue à l'époque, sur France 2, enfin c'était assez fréquent. Et on l'a fait, on s'est dit, bah ouais, on s'est laissé avoir, entre guillemets. Et j'ai vu la tête de la mère à 2 mètres de moi, là. Et là, je me suis dit, mais no way. Ouais, plus jamais. Tu m'étonnes. Parce que, au final, pour ceux qui se souviennent du rideau et qui l'ont vu, cette émission... Il y a des gens qui ne l'ouvraient pas, le rideau. Hein. Bien sûr. Mais globalement, c'était toujours... Il n'y avait jamais de mauvaises nouvelles. Ouais, mais je trouve que des fois, c'était pas... Enfin, là, non pas que je... Attention, méfions-nous, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise nouvelle d'annoncer à ta maman que... Oui, on a bien compris. Mais c'était un truc qu'elle n'avait pas à supporter devant des caméras. Ah bah ouais, clairement. Enfin, tu vois, c'est pas pareil si je te dis, voilà, je te vois à la banque tous les week-ends, t'es ma banquière, je suis amoureux de toi, je suis en... voilà, ça l'a touché. C'est une comédie, c'est drôle, machin, tu me jettes pas, c'est autre chose, il n'y a pas d'enjeu. Là, t'annonces à une nana qui a 77 ans ou 75 ans. C'est dur. Et devant la télé, donc avec toute la difficulté qu'elle va avoir à pas pouvoir vraiment montrer ce qu'elle ressent et que c'était pas bien, quoi. Donc on n'a plus jamais fait, voilà, par exemple. Donc oui, quand j'ai fait des trucs que j'estimais, moi, pas convenir à mes lignes rouges à moi et à ma morale à moi, j'ai pu le faire. Et on a arrêté de le faire. On te laissait le choix? En fait, tu pouvais dire non, j'accepte pas. J'étais producteur d'émission. Donc tu donc tu il n'y a pas une. Alors, est-ce qu'il y a une émission que tu n'as pas produit? Ah, plein. Alors, voilà. Crache ton venin. La vôtre. Sinon, crois-moi. Tu sais pas, hein, crois-moi. Oui, bien sûr, j'ai présenté l'île de la Tentation, par exemple, en 2010. Qui a été présenté l'île de la Tentation? Mais oui, madame. Tu vois, je le savais pas. Alors, vas-y, t'as le droit à 3 questions graveleuses, vas-y. Est-ce qu'elles étaient bonnes, les tentatrices? Pas du tout. T'as bien dû t'amuser au Mexique? Non, ça m'intéresse pas. Je veux savoir si tu t'es fixé... Donc ça, je l'ai pas produit. Donc voilà. J'étais un animateur comme on mettait des pantoufles et Est-ce qu'il y a des choses que tu as refusées durant cette émission que tu n'as pas produit? Non. Tu as tout accepté parce que tout te convenait? Parce que c'était un second degré évident, que c'était plutôt drôle et que j'étais entouré par une équipe chez Andemol qui était formidable, avec un mec qui restait un super ami à moi qui s'appelle Philippe Stolz, et s'il m'écoute ce matin, je l'embrasse, voilà, qui était le patron de la télé-réalité chez Andemol. Et qui est un des mecs les plus intelligents que j'ai connus dans. Il y a plein de gens qui crachent sur Andemol, alors c'est bien de dire que c'était. Ouais, mais là je pense. C'est un des mecs les plus intelligents qui a créé un des programmes les plus neuneux, on va dire, pour rester. Attends. On crache dessus, hein, quand Sans. même. Non, attends. Il était patron de Philippe Stolz, dont je parle, qui est l'un des mecs les plus intelligents que j'ai rencontré, et ça c'est resté un ami. Était le producteur chez Andemol de l'île de la Tentation. L'île de la Tentation n'a pas été créée par Andemol. L'île de la Tentation, c'est un vieux format mondial de télé-réalité que tout le monde connaît, qui s'est d'ailleurs depuis épuisé, etc. Mais voilà, Philippe Stolz s'occupait de la télé-réalité, mais lui est un mec intelligent. Ils ont senti l'argent. Au fond, ils ont senti l'argent, parce qu'aujourd'hui, ça marche encore, hein, les télé-réalités. C'est Andemol. Andemol, bah ouais. Ils sont un peu là pour faire de la thune, quand même. Donc toi, t'apprécies le concept d'Andemol, en fait? Non, j'apprécie pas tous les concepts d'Andemol. En plus, je regarde très peu la télévision qui est produite par Andemol. Mais il se trouve que l'île de la Tentation, on me le propose en 2010. C'est tellement kiffant au 18e degré de passer 21 jours au Mexique pour faire un truc que j'ai vu quand j'étais gamin et de l'animer. Voilà, j'ai passé 21 jours. C'est une grande colonie de vacances. Enfin, vous savez ce que c'est, la technique, les techniciens, les cadreurs, les monteurs. Enfin, c'était que des soirs de fête. On jouait au poker. Donc tu t'es bien éclaté. Mais bien sûr, mais je ne me suis pas du tout éclaté en mode l'île de la Tentation. Non, justement. Alors, bizarrement, non, je te jure. Alors, est-ce que tu es reparti avec une tentatrice? Ouais, une dizaine. Mais non, on les voyait jamais, les tentatrices. Elles étaient dans leur village, des manteca, et j'allais faire des plateaux, j'étais maquillée, je leur disais alors, mesdames, aujourd'hui, vous allez faire... on a le droit de se faire des films.
telle date, machin. Je crois qu'on n'est même pas arrivé et parti dans le même avion que les Tentatrices, l'équipe d'Andemol et l'équipe de prod. Carrément. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu pourrais dire que dans les programmations télé, les gens nous dictent aux autres ce qu'ils doivent dire ou faire? Est-ce que les gens sont instrumentalisés dans les émissions d'aujourd'hui? Ça, tu dirais que oui ou tu dirais que non? Parce que tu es un professionnel de la télé quand même. Je dirais que non. Non? Non, mais je crois que personne n'est instrumentalisé. Enfin, on te fait jamais dire un truc que tu veux pas dire. Non, tu peux refuser. Moi, j'entends souvent Morandini dire ouais, dans les années 90, je faisais la télé sur TF1, mais à l'époque, j'étais jeune et on faisait un peu dire n'importe. Je faisais de la merde, mais bon, c'était pas de ma faute. Enfin, pardon, excuse-moi, mais enfin, si je faisais de la merde, c'est pas de ta faute. On peut te dire oui. Ça veut dire qu'il est manipulé, quelque part. Ouais, ça veut dire que c'est un gros mytho. Ou c'est un gros mytho. Voilà, et qu'il raconte n'importe quoi parce qu'il a pas envie d'assumer une partie de sa vie où il faisait effectivement des trucs qui étaient pas top. Voilà, il ferait mieux de dire bah ouais. Enfin, j'ai même pas d'avis là-dessus. Je pense que les gens, les gens sont pas manipulés, quoi. Bah moi, j'assistais à une émission sur la 5 et le docteur, et j'ai eu l'impression qu'on essayait de m'instrumentaliser. Donc c'est pour ça que je te pose la question. J'ai assisté à un débat sur les violences des femmes victimes de violences conjugales. Et j'ai émis mon avis. J'étais avec une équipe de professionnels, parce qu'à la 5, tu vois, c'est quoi Et j'ai donné mon avis, et en pleine coupure, on vient me voir, et on me dit, oui, mais c'est trop pro, il faudrait que tu sois un peu comme ci, comme ça. Alors, j'ai eu toute l'équipe qui a réagi, je le dis ouvertement, je crache, qui a dit, mais non, c'est inadmissible, elle est libre de dire ce qu'elle veut, et tout. Et donc, je me suis dit, je voyais pas du tout cette émission comme ça, et je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'est pas vrai qu'on est instrumentalisé? Alors, je connais pas le cas de figure dont tu parles, il y a que toi qui l'as vécu, je l'ai pas vu, mais globalement, non, ça n'arrive jamais. Enfin, même j'ai presque envie de dire que plus tu viens déraper un peu sur un plateau, plus t'en rajoutes, etc. C'est un peu l'air du moment. Moi, je te dirais que oui. Moi, je te dirais qu'il y a certaines émissions télé qui sont plus ou moins cadrées. Alors cadré, oui, parce que là, tu me parles à l'autre docteur ou je sais pas quoi, c'est une émission médicale. Exactement, exactement. Tu fais trop politique, reviens sur le sujet. J'en sais rien, je connais pas le cas de figure en précis, donc je peux difficilement juger. Mais je pense qu'il faut arrêter avec toutes ces conneries. Je pense que les gens, globalement, sont libres. Voilà. Moi je crois pas à l'irresponsabilité des gens. Tu crois pas qu'on censure? Je ne crois pas qu'on pouvait tout dire avant et que maintenant on peut plus rien dire. Je ne crois pas que c'était mieux au temps de Desproges. Regardez des sketchs de Desproges, pour ceux qui connaissent pas, parmi les plus jeunes, vous allez voir si c'était mieux. Tu crois pas que c'était mieux en 68? Non, non, c'est là où une forme de liberté des femmes et une forme de liberté de nous tous a commencé. Donc voilà, après. Tu vois, 25 ans ou 68, 20 ans après la guerre. Tu vois, c'est une période où la liberté a commencé à s'installer. Mais je crois absolument pas que... Aujourd'hui, on peut dire beaucoup plus de choses qu'on peut en dire il y a 20 ans, il y a 15 ans, contrairement à ce que disent tous les gens. Mais là, je suis prêt à discuter de ça pendant une nuit entière avec des gens. Non, ça va. Est-ce que tu penses pas justement Non, parce que tout le monde dit le contraire. Aujourd'hui, on te dit on peut plus rien dire. Mais c'est bien de cracher, c'est bien de cracher. Mais j'entends aussi beaucoup que les gens s'auto-censurent. Et c'est ce que j'allais dire. Et que les gens, ils ont peur de toutes les grosses assos qui existent maintenant. Ouais, mais bon, est-ce que c'est bien de ne pas pouvoir dire qu'à un moment donné, qu'un humoriste dise un noir ça pue, quoi. Excuse-moi, mais moi, j'ai plus envie qu'on dise ça, quoi. Qu'un PD, c'est faible. Que t'oses pas faire un truc, t'es une tapette. Que les juifs pensent qu'au fric. Que les rebeux sont des feignants. Toutes ces que Laurent Fontaine, c'est un petit gros. Laurent Fontaine, c'est un petit gros et un gros con vénal qui pense à la thune d'Andemol et qui s'est tapé des tentatrices. Non, mais à un moment donné, je veux dire, mais t'as raison. Là, on rentre dans un débat de société qui est tellement compliqué. Laissons peut-être les choses se faire lentement et rajoutons pas d'huile sur le feu. Mais qu'à un moment donné, qu'un Zemmour, on lui dise à un moment, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure, mais qu'on dise à un Zemmour à un moment donné, ta gueule, quoi. Il y a des trucs qu'on peut pas dire. Il y a des trucs qui sont sous le coup de la loi. Donc toi, tu dirais qu'il faut dire à un Zemmour ta gueule. Ça, c'est une chose, mais ça veut pas dire qu'on ne peut plus rien dire. Moi, je trouve qu'au contraire, aller voir sur le net, aller voir l'humour du net, etc. Aller voir un Tranier chez Nova, un Sébastien Tranier chez Nova, par exemple, qui est un des chroniqueurs. C'est des gens qui peuvent vraiment tout dire, quoi. Alors après, ça dépend d'où tu le dis, qui tu es, ce que tu as, la pourriture ou pas que tu as dans la tête. Ouais. Moi, je peux rire d'une blague sur les feuges ou sur les rebeux si je sais qu'en face de moi, le mec, il n'a pas un pet de racisme ou qu'il n'est pas en train de continuer des vieux machins et des vieux préjugés qui font que dans l'inconscient collectif, tout le monde rigole de ça. Toi, tu penses qu'on peut rire de tout du moment que c'est bien fait? Non, je pense qu'on peut rire de tout, ça dépend qui tu es. On peut rire de tout avec n'importe qui.
Bah, ça dépend. L'exemple type de Dieudonné, pour moi, est bon, je vais pas à cracher, parce que j'ai souvent cet avis sur Dieudonné, qui est pour moi un des meilleurs humoristes français que ce pays ait eu, en termes d'écriture, de rythme, de texte, ça sent le jeu. Oui, mais... Ça sent le mais. Oui, bien sûr que ça sent le mais. Évidemment que ça sent le mais. Mais le mec, il est trop barré, quoi. Il est trop barré dans un truc qui est plus de l'humour, qui est plus faire rire, qui est faire passer des messages et de manière presque obsessionnelle, avec tout un discours qui enrobe et qui est beaucoup moins drôle, et qui est même pas drôle du tout, et qui est juste de la merde en paquet de 10, quoi, dans la tête, de la boue, quoi. De la boue, voilà. De la boue. Donc toi, tu n'aimes pas l'humour à Dieudonné? Si, c'est le contraire. Je te dis que j'adore l'humour de Dieudonné et que pour moi, c'est un des meilleurs humoristes que ce pays ait eu. Il y a certains sketchs que tu ne supportes pas. Je connais à peu près tous ces sketchs. Je les ai à peu près tous vus. Le sketch sur le cancer de Dieudonné est un des plus drôles que je connaisse. Sur les assurances. Terrible. Mais vas-y, surtout, tous ces sketchs sont bons. Sauf que le mec, c'est quoi que tu détestes? Il a un truc qui est pourri dans le cerveau, quoi. C'est quoi? Donne-nous un exemple. C'est du conspirationnisme, c'est du racisme, c'est de l'extrême droite, c'est de faire baptiser sa fille par Le Pen, c'est faire monter Forisson, un négationniste sur scène. Mais c'est pas de la provoque. À un moment donné, quand le mec, toute sa vie, c'est ça, c'est plus de la provoque. La provoque, c'est aujourd'hui, je sais pas, je m'occupe d'handicap international, je suis parrain, et que je vais faire une blague sur un handicapé. Ça peut être de la provoque. Mais si demain, t'apprends que tous les jours, je casse du handicapé, tous les jours, je fais partie de liste contre les handicapés, à un moment donné, tu vas me dire, Laurent, il est plus vraiment drôle, là. C'est plus un truc. Enfin... Mais ça, quand il a fait baptiser sa fille, c'était pas après le sketch où il a eu tous les problèmes avec ce qu'on dit avec les juifs, par exemple? Bah, écoute, est-ce que c'était pas encore de la provocation? Est-ce que c'était pas pour ajouter de l'huile sur le feu et pour le côté justement médiatique? Mais certainement, mais ça prouve que le mec, c'est juste, il est pas bien dans sa tête, quoi. Enfin, c'est un provocateur. Mais provocateur pour et provocateur. Il le prend les gens pour moi qui provoquent, c'est des gens qui sont face à des chars en Chine, ils sont étudiants et ils se mettent devant un char, quoi. Ça, c'est des provocateurs. Le mec qui balance sa haine et sa bile tous les jours sur une communauté en particulier, avec tout un tas de grands délires derrière. Là, j'ai l'impression d'avoir la définition sur cette phrase-là de Zemmour. Sur cette phrase-là. Mais bien sûr. Cette phrase-là. Alors que tu n'es pas posé non, t'es pour aucun des deux. Mais parce que pour moi, les deux sont les deux à mettre au même endroit. La même gangrène qui est dans ce pays, quoi. C'est-à-dire des gens qui, au final, sont dans une espèce de position de détestation de quelque chose ou d'un groupe humain ou de l'autre. Et on en fait un fonds de commerce. Voilà, un fonds de commerce. Ils ne font plus que ça. Et quand tu apprends que Dieudonné va en Iran, invité par le président iranien, par le régime iranien, allez voir des passages télé de Dieudonné à la télé iranienne. Allez voir ce qu'il dit. Peu de gens le savent, ça. Allez voir, tapez Dieudonné en Iran, là, sur YouTube. Allez-y. Allez-y juste après l'émission. Écoutez ce que Dieudonné dit aux Iraniens de notre pays et de la France. Voilà, vous comprendrez mieux. C'est marrant parce que tu dis exactement le contraire de Méry. On avait reçu Méry ici qui disait exactement... Ça ne m'étonne pas que je dise le contraire de Méry. Et Méry nous faisait part qu'il avait eu... Crash, pourquoi? Bon, non, parce que c'est un personnage... aléatoire. Un personnage au Highland, quoi. Enfin, il est un peu... Méry, il est charmant. Il est border. Il fait de la télé depuis longtemps. Oui, je le connais un peu, mais 76, je suis pas étonné de dire le contraire de Méry. Moi, ma position, elle est relativement claire. Moi, je me méfie. Moi, j'interdis personne. Je m'en fous. Zemmour, il lui dit ce qu'il veut. Dieudonné qui repasse à la télé. Dans l'absolu, je m'en fous un peu. Ma sagesse veut que je me méfie des gens qui ont fait une sorte de combat de leur vie, quoi. D'accord. C'est comme le mec qui va te dire oui, il y a 20 ans, ma fille a eu ce problème-là avec machin, et le procès n'a jamais eu lieu. Le mec, il sort 250 dossiers, il a 50 ans. T'as envie de dire, mais ça fait 20 ans que t'es là-dedans, quoi. C'est le combat de ta vie. Ça, c'est un détail. À la limite, ça touche un truc personnel. Mais des gens qui passent leur vie à avoir un combat et un unique combat, avec toujours les mêmes choses, et avec de la manipulation en permanence. Parce que Dieudonné, tu crois qu'il est manipulé par qui? Dieudonné, il est manipulé ou manipulable. Elle est partout, toute la bande de Soral, de Sébir Keba, de toutes ces bandes-là. Exactement. C'est des sales gens, quoi. Mais en même temps, tu viens de dire que tu ne serais pas contre que Dieudonné revienne à la J'ai pas dit que je serais pas contre. À la télé. C'est pas moi qui a jugé ça. Oui, mais parce que quelque part, je
Je suis moyennement pour l'interdiction, je suis plutôt pour que... Tu as une ouverture d'esprit qui fait que je pense que la société gère elle-même ses problèmes, voilà. Mais ça doit passer aussi de temps en temps à un moment donné par dire stop, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas, quoi. Enfin, excuse-moi, hein, tu fais pas monter sur scène toute provocation que tu veux, tu fais pas monter à Bercy un mec qui s'appelle Forisson et qui a passé sa vie entière, ce qui est un vieux chancre, une vieille merde humaine. Alors là, tu craches. Une vieille merde, il est mort, en plus, le pauvre, il est mort. Pas le pauvre, il a rejoint... il a une dent, là. Mais non, mais j'ai pas une dent. Ce mec a été la plus grosse merde humaine, c'est une surhumaine. C'est pas cool de parler de Manu comme ça. Et tu le fais monter sur scène, quoi. Et tu lui remets un diplôme d'infréquentabilité, et tu le fais applaudir par 4 ou 5 ou 6 000 personnes, quoi. Ils applaudissent quoi, là? Ils applaudissent un mec qui a nié l'existence des chambres à gaz. Enfin, ouais. Et quand il n'y a plus de provocation à ce niveau-là, c'est juste... voilà, comme demander à Jean-Marie Le Pen d'être le parrain de ta fille. Enfin, tu t'appelles Dieudonné, mec, tes blagues. Enfin, à un moment donné, arrête. Mais je pense que justement, c'était dans l'autodérision. Ouais, je suis pas sûr de ça. Je pense que tu t'aimes bien Dieudonné et que t'as envie de croire ça. Alors pas du tout. Moi, j'aime personne. Non, mais quand moi, j'aime personne. J'aime que... Bah, tu vois, moi, j'aime que ta fille. Non, j'allais dire un truc. J'allais dire, est-ce que tu es d'accord avec Méry quand il dit que c'est le lobby juif qui a censuré, qui a fait que Dieudonné a été censuré? Non, absolument pas. Est-ce que tu es d'accord avec Méry qu'il y a un lobby juif? Non. Que les juifs tiennent les médias? Non, tu n'es pas d'accord. Je sais pas, tu penses que dans les médias, il y a de tout? Pourquoi Jean-Pierre Pernaut, il est juif? Patrick Lelève, patron de TF1, il est juif? Non, mais moi, je te pose la question. De Laurent Delahousse, il est juif. Anne-Claire Toudray, elle est juif. Les patrons de TF1, ils sont juifs. Enfin, tu penses que c'est hors sujet? Le patron du Figaro, il est juif. Je pense que c'est hors sujet. Mais c'est juste pas hors sujet. C'est juste un délire monumental qui est... des feuges dans le monde de l'art, du spectacle. Après, il faudrait juste ramener un peu de culture générale à tous les gens. Ça aiderait un peu à... t'es là pour ça. Non, mais appréhender les phénomènes, quoi. Enfin, que des feuges soient... Oui, il y a beaucoup de musiciens feuges. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de l'humanité, des peuples juifs en Europe notamment, il y a des professions qui leur étaient interdites historiquement et qu'il y a des professions qui étaient plus, où ils excellaient beaucoup plus. Voilà, donc oui, il y a un peu plus de juifs dans le spectacle peut-être que chez les boulangers. Encore, je suis même pas sûr que je me trompe pas en disant ça. Voilà, il n'y a pas de lobby juif. Moi, il n'y a jamais personne qui m'a dit faut pas parler d'Israël, faut pas que tu critiques machin, faut pas que tu ceci, que cela. Mais jamais. J'ai même jamais entendu quelqu'un. Mais en même temps, on peut pas trop t'interdire grand-chose, hein, puisque tu produis pas mal de choses. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je laisse à Méry les propos qui croient que la Terre est plate. Tu sais, les platistes. Les platistes aux États-Unis, qui croient que l'attentat du Bataclan, c'est les services français ou israéliens, certainement, qui ont dû le créer de façon à ce que... complot, à chaque fois. Voilà, et que c'est ça qui fait monter la haine aussi dans ce pays. Exactement. Et c'est ça qui fait, voilà. Donc toi, tu dis stop. Il y a des gens qui croient que les lobbies pharmaceutiques font en sorte qu'on file des vaccins à tes gosses et qu'on les tue. Parce que si tu comprends, les vaccins, ça permet aux laboratoires pharmaceutiques dans le monde entier de gagner beaucoup d'argent. Et tu as envie de dire aux gens, mais juste, vous savez que la grippe espagnole, il y a encore 100 ans, a tué 9 millions de personnes en Europe. Vous savez qu'il y a des enfants dans des pays entiers qui meurent de maladies qui ont été éradiquées grâce aux vaccins. Le choléra, par exemple. Et vous êtes en train aujourd'hui de balancer des infos. Vous savez qu'aujourd'hui, pour un laboratoire, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de vaccin. Parce qu'il vaut mieux soigner, ça représente les maladies, plus de thunes que t'aies la maladie et que je te soigne avec des médicaments, que je te file un vaccin qui coûte 10 balles et tu l'auras plus jamais cette maladie. Donc c'est même pas intelligent. Sauf que le truc premier qu'on rentre dans la tête des gens, c'est il y a des gens très friqués qui s'appellent des laboratoires mondiaux et qui sont tous pourris. C'est-à-dire que les mecs, ils se lèvent le matin, il n'y a pas un médecin sympa, il n'y a pas une fille sympa, il n'y a pas une mère de famille sympa. Parmi les milliers de collaborateurs, il n'y a que des mecs qui sont des enculés qui se lèvent le matin pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner le maximum de thunes et faire le plus de mal à la planète. Il n'y a jamais un moment où tu te dis, bien sûr qu'il y a des enculés, bien sûr qu'il y a des gens qui font du profit, bien sûr tout ça. Il y a juste des humains aussi, et que globalement, les humains, ils vont de mieux en mieux, globalement. Ça, c'est ce que je crois profondément. Toi, t'es dans la positive attitude. Ah, mais grave. Mais c'est pas bon parce qu'on est trop sur Terre. Non, mais c'est vrai pour le coup. Tu vois, pour le coup, on est trop. Et je crois que c'est ce qu'a dit Méry la semaine dernière. Toi, t'es le complot aussi. Non, mais voilà, donc... moi, je crois que tout ça, c'est des délires pour attarder mentaux. Est-ce que tu penses pas que on on instrumentalise les choses pour faire peur aux gens?
Parce que tout ça, c'est créer des peurs. Oui, mais parce que c'est le problème du Front National ou des Insoumis en France dans ce pays, c'est que plus les gens sont anxieux, plus ils ont peur des violences, plus ils ont peur des rebeux, plus ils ont peur des immigrés, plus ils ont peur des autres, etc. Bah, plus ils votent pour les gens qui leur disent regardez, la société qu'on est en train de vous créer, c'est n'importe quoi, ce mondialisme, regardez tous ces gens-là qui pensent qu'à leur thune, on va tous avoir les mêmes fringues. Alors j'ai une question très bête, mais est-ce que ça aide pas les personnes, le gouvernement, les personnes qui veulent être élues, de faire passer que le Front National soit au deuxième tour, parce qu'après, une fois que le Rassemblement National maintenant est au deuxième tour, quoi qu'il arrive, on n'a plus le choix. Et c'est vrai que le fait qu'il soit fort... alors je sais pas, moi c'est une question, mais toute bête. Est-ce que les personnes qui veulent être élues n'ont pas à gagner? Le problème dans ce pays, c'est que quoi qu'il se passe, il y a toujours quelqu'un... Une critique. Non, ça à la limite, tant mieux. Quoi qu'il se passe, il y a toujours quelqu'un qui vient t'expliquer qu'en fait, tout ça n'est pas le fruit du hasard. Tout ça, c'est parce que l'autre en face, il a intérêt à... etc. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il aurait intérêt tu es en train de me parler de Macron et de l'équipe Macron, là, qui est en train de... On va faire vite, parce qu'on dans passe... la globalité, oui. On passe de la globalité à la stratégie politique. Allez. Ce que tu es en train de me dire, c'est une idée que j'entends, c'est Macron a tout intérêt à se retrouver face à Marine Le Pen. Comme ça, il gagne. En 2022, comme ça, il gagne. Mais tu sais quoi? Macron, il aurait tout intérêt à se retrouver face à Mélenchon en 2022, parce qu'il gagnerait. Macron, il a tout intérêt à se retrouver face à Rachida Dati. C'est sûr que face à Mélenchon... Mais il gagne. Au fond aujourd'hui, mais je rejoins Laurent, aujourd'hui, il y a plus personne. Aujourd'hui, je vois plus personne qui va rivaliser avec Macron, alors qui va sortir du chapeau, que ça fait plus d'un an qu'il y a des manifs et tout ça. Et puis, pardon, mais c'est pas Macron qui demande à un mec qui habite en Picardie, qui est au RSA, et qui est raciste, et qui est au chômage, et qui se gratte les couilles devant la télé en buvant une bière tous les soirs, en frappant sur sa femme, d'aller voter Le Pen dimanche prochain, quoi. Enfin, le mec, il va voter Le Pen parce qu'il vote Le Pen. T'as entendu, papa? Ouais, c'est son choix. C'est pas grâce à Manu. C'est pas parce que Manu le dit, il faut aller voter Marine Le Pen, comme ça je gagnerai en 2022. Enfin, faut juste arrêter d'être con, quoi. Le Pen, ça fait 30 ans qu'il est dans le paysage français. Ça fait 30 ans qu'il est là. Non, mais c'est bien parce que là, c'est un moment qui résume un peu Crash ton venin, où on va avoir un mairie qui va dire un avis. Donc les personnes qui nous écoutent vont avoir l'avis de mairie. La semaine d'après, ils ont l'avis de Laurent Fontaine. La semaine d'après, ils ont l'avis de Sophia. Non, mais je veux dire... En sachant que j'ai l'air comme ça passionné par ce que je dis, mais moi j'ai le sentiment d'avoir moins d'avis qu'un mairie. Enfin, moi je me permettrais jamais de dire ce qu'un mairie vient de te dire, quoi. Enfin, les Juifs, ils ont parce que toi, tu les Juifs, ils ont comment t'as dit, il a dit quoi, une capacité à gérer, à manipuler le monde et machin. Mais d'où T'as 8 ans, t'es juif dans une famille juive, il y a des cours pour t'apprendre à gérer les médias. Non mais c'est tellement con. C'est d'instinct, c'est instinctif. Et les rebeux, ils ont quoi? Eux, c'est le vol. Voilà, eux, ils sont gérés. Les Auvergnats, c'est je sais pas quoi. Et puis la picole. Et puis les femmes, vous êtes toutes des manipulatrices. Je savais que t'allais dire ça. T'as bien compris que tout ça, c'est de la merde. Mais c'est bien de le dire, tu vois, c'est bien de le dire ouvertement, de donner ton avis. Est-ce que tu regardes beaucoup les médias? De moins en moins. Tu le disais tout à l'heure, parce qu'on aurait pu dire pourquoi je te pose la question, puisque tu es dedans. Mais de moins en moins, tu écoutes plus de la musique. Je regarde même, j'ai aucun média télé, par exemple, je regarde plus. Je regarde de temps en temps des replays, parce qu'il y a un truc que je voulais regarder, mais c'est tout. Et pourquoi tu regardes moins? Qu'est-ce qui fait que t'as pas le temps? Je vais t'expliquer un truc dans la vie qui s'appelle NETFLIX. Netflix. Et abonné aux séries. Et consorts. Moi je suis un grand amateur de séries depuis les années 90. Je te rappelle que j'ai commencé sur Jimmy. Donc Jimmy, c'est une chaîne qui lançait Dream On, les grosses séries, les premières grandes séries qui venaient des États-Unis dans les années 90. Donc j'adore les séries. Non mais ça j'aime bien. Bien plus que les films. Parce qu'il est nature. Parce qu'il est pas là à nous faire de longs discours. Il dit non, moi je regarde plus parce que je regarde mes séries. J'aime les séries. Il est comme il est. C'est pas gris, c'est blanc ou noir. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais voilà. Tout à ton honneur. Moi je regarde pas la télé parce que je regarde des séries et parce que je regarde Internet surtout. Ouais. T'es plus sur ton téléphone, Ouais, sur mon ordi, ou sur ma télé, quand je branche mon ordi sur ma télé, mais que tous les docs qu'il y a dessus, enfin, si tu veux devenir très 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 intelligent aujourd'hui, il suffit juste d'appuyer sur un bouton, ça s'appelle ça s'appelle le bouton de ton ordinateur, quoi, qui est une université permanente, jour et nuit, de tout, quoi. Tu veux apprendre tout sur la Seconde Guerre mondiale, tiens, tu veux te renseigner un peu sur l'histoire du peuple juif, par exemple, ou sur Dieudonné, ou sur machin, ouais, tu vois, tu vas avoir des... Donc tu fais tes propres programmes, tu vas avoir des... Bien sûr. T'es comme, finalement, tes enfants, ils déteignent sur toi.
Parce que, en fait, tu fais comme les jeunes d'aujourd'hui, ils regardent de moins en moins la télé. Ils sont plus sur leur smartphone, sur leur ordinateur. Donc, tu es dans l'air du temps. Et ils écoutent beaucoup de zik, et ils regardent beaucoup d'images, etc., aussi. Tu vois. Donc, ça t'aide d'avoir... Le game, c'est un truc hyper important. Ça t'aide d'avoir des jeunes à la maison, hein. Finalement... Ouais, bien sûr que ça m'aide. Mais oui, tu restes dans le mouvement. Moi, je pense qu'on est... J'ai souvent dit ça, mais je fais partie de la première génération de l'humanité tout entière. Oui. Ma génération à moi, vraiment ma génération à moi, de pères de on va dire plus de 50 ans, qui apprenons de nos enfants limite presque plus qu'ils apprennent de nous. Moi, en vrai, j'ai pas appris grand-chose à mes parents. Non, eux m'ont appris, entre guillemets, ils m'ont appris machin. Enfin, tu t'aurais demandé à mon père, il t'a appris quoi, Laurent, quand il avait 10 ans ou 12 ans? Je pense qu'il aurait mis 2 plombs à chercher, quoi. Tu vois, dans la culture de ma génération à moi, nos parents nous apprenaient et nous, on n'apprenait rien à nos parents. J'en étais moins proche, peut-être. Que maintenant, toi, tu es peut-être plus proche de tes enfants. Bien sûr, mais je pense que ma génération à moi, qui ont des gens de 20 ans aujourd'hui, 15 ans comme gosses, c'est la première génération qui apprend de ses enfants. Franchement, les pauvres, vous avez rien appris. C'est grave. Des deux côtés, tu vois ce que je veux dire. Mais ils sont au centre. Par les pieds, par la tête. Donc, tu regardes un peu les infos quand même. Non. Même pas. Ah non, mais pourquoi tu regardes les infos? Je suis choquée là. Mais pourquoi tu regardes les infos, toi? Moi, ce qui me choque, c'est que tu les regardes. Moi, je les regarde pour voir ce qui t'as pas des alertes sur ton téléphone? Si, l'info, elle est en live où que tu sois. Je regarde, des fois, il y a des invités qui parlent de BFM. Alors maintenant, comme je regardais pas, je regarde de temps en temps. Je regarde la une, je regarde le téléphone, je suis partout. Ah, je me fais un peu BFM parce qu'on est tous Allez, un peu... Parce que c'est la première chaîne d'info de France, selon eux. Et que j'ai mis un billet dans l'histoire, donc... Non, voilà. Non, mais parce que c'est la chaîne que tu regardes quand tu as besoin de faire une boucle d'infos vite fait, le matin ou le soir quand tu rentres. Mais encore, je regarde les infos sur mon téléphone aujourd'hui. Moi, tu regardes que les séries et puis c'est tout. Ouais, voilà. Principalement. Ouais. Donc, moi, je vais vous parler d'une manifestation qui a eu lieu, puisqu'ils ne regardent pas les infos. Donc, il y a eu une manifestation qui a eu lieu ce samedi contre les violences sexistes et 45 000 personnes dans les rues. 49 000. 49 000, c'est bien. 49 000 personnes. Plus que les gilets jaunes la semaine précédente. Exactement. Alors, ça a été un franc succès. C'est marrant, il n'y a pas eu une violence, dis donc. T'as remarqué, hein? Ouais. C'est bizarre. Alors, comment ça se fait? Non, mais toi, je sais pas, pose-toi la question, réponds-moi, toi, la question, comment ça se fait? Comment ça se fait? Je sais pas, parce qu'il y a des gens qui manifestent sans forcément tout casser, et forcément remettre tout en cause, et qui manifestent, et qui sont nombreux et puissants. Tu penses que c'est parce qu'il n'y a pas les gilets jaunes? Je pense pas que ce soit les gilets jaunes qui foutent le bordel. Tu penses que c'est parce qu'il n'y avait pas de... Ce sont ceux qui ont intérêt à ce que tout ça parte en couille et que la République soit mise à bas. Ah, on en parlait avec Timothée Poissonnier. Ouais, on en parlait de ça la dernière fois avec Timothée Bon, Poissonnier. donc vas-y, 49 000 personnes dans les rues. 49 000 personnes, ça a été un franc succès. Alors, pour toi, est-ce que c'est dû au Grenelle? Parce qu'il y a eu plein de Grenelles contre les violences conjugales. Est-ce que c'est dû au Grenelle? Non, je pense que c'est dû globalement... Est-ce que les femmes, est-ce que tout le monde est venu manifester? Je pense que c'est dû globalement à une période de l'histoire de l'humanité qui, là encore, depuis 4-5 ans, se dit stop les mains au cul, stop les réflexions sexistes, stop j'ai une position supérieure à la tienne et j'en profite parce que je sais que tu pourras pas me dire non. Franchement, je suis dégoûté. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Avec quoi ça? Avec le fait de dire stop. Bien sûr. Alors, voilà. T'aurais pu dire le contraire, hein, t'aurais pu dire non, ils en font trop. Non, mais je suis pas mairie. Moi perso, je suis dégoûté que ça se passe. Il y en a qui l'ont dit. Alors, c'est qui l'ont dit? Il y en a qui l'ont dit. Tu veux rien faire. Plus le cul, c'est chiant. On en fait trop. Non, je pense pas qu'on en fait le contraire. Ah, mais complètement. Alors, moi, ça m'intéresse parce que tu vois, c'est les Moi, je pense qu'on en fait pas trop. Je pense que, comme dans tout truc de société, il y a toujours un moment où c'est un peu excessif. Mais c'est normal parce que vous avez tellement fermé votre gueule. Mais tellement. Que maintenant, tu penses que ça explose. Mais je trouve même que ça explose pas suffisamment. Ah, toi, tu serais pour que ça aille encore plus loin. Mais moi, j'ai passé 30 ans dans un métier qui s'appelle la télévision. C'est un féministe. J'ai passé 30 ans dans un métier qui s'appelle la télévision. Si je te dis, j'ai dirigé une boîte avec Pascal qui s'appelait L'Oribel, où on avait une centaine de collaborateurs dans les années 2000. Et les gars, j'avais donc 60 nanas qui bossaient pour moi. Mais il n'y en a pas une qui n'avait pas un truc à te raconter. Et je ne vais pas citer des noms ici, évidemment, c'est hors de propos. Mais de trucs qu'elles ont vécu, mais l'horreur. Dans les discussions, bien sûr. Tout le monde savait qu'un tel est un chasseur, l'autre un harceleur, que tel mec à TF1 était insupportable, que l'autre fermait la porte de son bureau à clé quand il faisait rentrer une nana, lui faisait directement des propositions. Et ça, c'est quand même le quotidien de beaucoup de femmes depuis toujours, quoi. C'est pas toi qui vas me dire le contraire, non, t'es une nana. Enfin, nous, on était du bon côté du manche, si vous dire. Mais Mary disait que c'était
normal aujourd'hui parce qu'on était en rapport de séduction. Même dans le milieu du travail. Oui, mais Mary est euh, définitivement partie sur la planète Mars. Donc, je vais pas. Donc, comme il y a un rapport de séduction dans tous les corps de Oui, métier, bien eh sûr, ben, bien sûr. que Eh ben, c'est normal que si tu veux un boulot, je te baise. Ceci engendre ça. On a parlé de la promotion canapé, effectivement. Ah oui, il y a tellement un problème de séduction. Je sais pas. Moi, Non, toi, t'es contre. Moi, je sais pas. Une nana rentre dans mon bureau pour un rendez-vous que je ne connais pas. Elle a un chemisier légèrement transparent et on voit légèrement son soutien-gorge ou les bretelles son soutien-gorge. Il me viendrait mais même pas à l'esprit de lui dire joli petit truc. Enfin, je sais pas qui ferait ça avec moi. C'est comme si je rentrais dans un bureau et qu'on me disait. Joli pantalon. Enfin, beau petit cul, hein, ça coule bien les burnes. En l'occurrence, on me le dirait pas à moi, mais tu vois ce que je veux dire. Je serais choqué. Moi, j'ai pas envie. J'ai une fille qui a, j'ai 3 filles. J'ai une fille qui a 24 ans qui s'appelle Lara et deux filles jumelles qui s'appellent Jog et Tamara qui ont 16 ans. Mais c'est pas dans ce monde-là c'est pas dans le monde où quand elles rentrent dans une réunion, on les prend pour des connes et on les prend pour des poupées et on leur fait des réflexions sur leur physique. Sois belle et tais-toi. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas parce que tu es devenu père et que tu as eu des filles ou est-ce que tu as toujours été toujours agi c'est une comme question ça. d'éducation. J'ai toujours agi comme ça. Jamais Enfin, après, tu trouves une nana dans ton boulot que t'aimes bien et avec qui t'aimerais sortir, tu as le droit de la draguer, t'as le droit de la séduire, t'as le droit d'exprimer tes sentiments et t'as surtout le droit de fermer ta gueule quand elle t'a dit non et de ne pas insister. Toi, voilà. Ouais. Juste, c'est toute la différence entre oui et non. T'as tout dit. Voilà. Après, la nana, elle peut te dire non, mais c'est un non genre mignon. Et après, finir par dire oui, mais t'insistes pas. Après, c'est autre chose. Mais je veux dire, les mecs, les SMS à 2h du matin et les menaces au machin. Et les... je dirais pas qui. Évidemment. Elle en a connu un. J'ai connu à 4h du matin, effectivement. Oui, bah voilà. Et qu'on a entendu beaucoup parler d'ailleurs. Pas du tout. Bah voilà, heureusement que ça se termine, non? Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, il y a eu un slogan lors de cette manifestation. Alors, écoute ce slogan. Je pense que, je vais finir sur ça, parce que... Il aime pas ta veste jaune. Non, ça fait trop penser au gilet. J'adore ton côté gilet jaune. Je pense aussi que c'est très lié à la sexualité des femmes et des hommes. Mais ça, après, on rentre dans un gros débat. Ah non, 11h58. Trop dit, là. Non, mais je vais pas dire un truc très négatif. Je pense que la sexualité des mecs est hyper prédatrice et très et souvent impulsive aussi, tu vois. Un mec qui a un peu bu dans une soirée, il peut être marié de chez marié, machin. À 2h du matin, il voit une meuf passer, tu peux être sûr qu'il va essayer de la choper. J'exagère un peu. J'en étais sûr que t'étais comme ça. J'en étais sûr. Non, je ne bois jamais en boîte à 2h du matin pour éviter les accidents. Non, mais voilà. Lui, il est à la maison. Alors, je suis pas en train de dire que les femmes font pas des trucs et qu'elles sont pas libres et que machin, etc. C'est pour ça que ça mériterait une discussion qui dure très longtemps. Mais je pense que dans notre mental, notre éducation, notre socioculture, notre façon d'agir, les hommes sont des chasseurs. Y compris presque dans notre sexualité, parce que voilà, un mec, souvent, tu lui mets la main sur la cuisse, il bande, une nana, pardon, je te mets la main sur la cuisse, tu me donnes une baffe, quoi. Ça ne te fera pas d'effet physique, sauf si tu me kiffes et que tu m'attends depuis longtemps. Mais globalement, et que tout ça, c'est des trucs qui font que, ouais, peut-être qu'il faut que nous, les mecs... de temps en temps, on se dise, les filles faut apprendre à séduire, tout simplement. Ouais, nous, on aime la séduction. Et puis juste, là encore, je répète, non, c'est non, quoi. Et non, sortez couverts. Non. Voilà. Sortez couverts, d'ailleurs, regarde. Hein. Là, vous avez des on t'accueille bien, on te met en face de Coro et avec des capotes au milieu. C'est l'île de la tentation permanente aussi. Donc, alors, à cette manifestation, il y avait un slogan, moi, qui m'a interpellée. Avec ou sans nos voiles, nos poils détruisons le capitalisme. Cette phrase, elle t'inspire quoi? Alors, je la comprends pas. Déjà, écrite par un teubé. Hein. Avec ou sans nos voiles, oui. Nos poils détruisons le capitalisme. Mais c'est quoi nos poils? Nos poils, alors tu sais pas, les féministes, ils veulent plus se raser. Il y en a pour la plupart qui ne se rasent plus. Nos poils. Mais pourquoi quel rapport entre les voiles? Avec ou sans nos voiles? C'était pour faire la rime, à mon avis, la personne qui a écrit ça. Avec, tu vois. Non, mais parce qu'on a parlé des femmes voilées. Non, réfléchis. On a parlé des femmes voilées. En plus, c'est une manifestation où il y avait beaucoup de féministes. Donc les poils, d'accord. On est, en fait, qu'on soit voilé, qu'on soit pas voilé, qu'on soit poilu, qu'on soit féministe ou pas, c'est ce que ça veut dire. Nous, on est contre le capitalisme. Cette phrase, elle t'inspire quoi? Un grand boulga qui mélange la religion, les problèmes dont on vient de parler, l'anticapitalisme primaire de certains. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Oui, tu veux que je te dise quoi, que je pense de cette phrase? On est bien dans l'époque, bah oui, cette phrase, elle englobe le tout. Elle mériterait tellement un débat qui durerait des années sur chacun des termes qu'on vient d'apporter.
Bah non, mais Allez, le voile, pas le voile, c'est un sujet qui est tellement polémique dans ce pays que ça peut pas se décider comme ça en 2 secondes, 3 quarts. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que les féministes se sont ralliés aux Gilets jaunes? Est-ce que l'indifférence de M. Macron au niveau des besoins de son peuple conduit à un ralliement des causes désespérées? C'est ma question. Bah, je peux pas répondre à ces questions parce que si tu reprends ta phrase, je vais déjà te gommer 2-3 trucs qui vont pas bien. Vas-y, reprends là ta phrase. Alors, est-ce que l'indifférence de M. Macron... Tu veux quoi, la phrase l'indifférence de M. Macron, c'est quoi? C'est une phrase à toi ou c'est une... Est-ce que les féministes et les Gilets jaunes se sont ralliés, finalement? Parce que quand tu entends « détruisons le capitalisme », qu'est-ce que ça a à voir avec la manifestation qu'il y a eu le 23? Bah voilà, c'est toi qui réponds. Oui, mais c'est ce que je te dis. Bah, donc, pourquoi ça englobe le tout? Mais ça englobe pas le tout. Là, tu me parles d'un slogan dans cette manifestation. Oui, non, il y a eu plusieurs pancartes. Non, mais Marlène Schiappa, c'est la ministre qui a fait le plus pour cette problématique dont on parle là, et elle n'est pas anti-Macron ni quoi que ce soit. Non, elle est avec même d'ailleurs. Bon, bah alors. Et elle fait des choses, elle, pendant que les autres. Oui, elle fait pas mal de choses. Effectivement. Elle écrit on en avait parlé avec Asia Benziane. Voilà, après, là, t'es dans le mélange, le grand. C'est un peu ce que je dénonce en permanence, c'est qu'on sait tout, on en est de rien, quoi. C'est qu'on en arrive presque aujourd'hui à. Tu vois, le problème du voile, c'est pas pour ou contre le voile, c'est tellement plus compliqué que ça. Bah, parlons. D'abord, je suis pas une femme voilée, je suis athée, je crois pas en Dieu, et je suis plutôt pour la liberté des femmes. Maintenant, on me dit les femmes sont libres de mettre le voile. J'en sais rien. Je ne sais pas quel niveau de liberté on a quand on met le voile, quand on se... Voilà, mais les bonnes sœurs à l'époque qui aimaient Christ étaient aussi libres d'aimer le Christ et de se déguiser en bonne sœur si elles voulaient. Je vois pas quelle liberté tu as en fait à te couvrir entièrement. Alors après, il y a voile, pas voile, voile complet, voile... Après, il y a tellement de débats, quoi. Et j'ai pas de sujet, je suis plutôt, moi, pour une société où les femmes se dévoilent et sont libres de se montrer telles qu'elles sont, sans avoir peur du regard des hommes, justement le regard des hommes inquisiteurs, prédateurs dont on parlait tout à l'heure. Mais enfin, quand tu es une femme musulmane aujourd'hui et que tu mets un voile, j'aimerais en discuter avec des femmes voilées qui j'en ai jamais vraiment. Je vis un peu au Maroc, alors j'en vois beaucoup, mais j'ai pas vraiment ce type de conversation parce qu'elles sont pas super libres d'en parler pour le coup. Elles en parlent de manière un peu compliquée. Elles en parlent pas. Voilà, moyennement, donc c'est pas simple, mais avec une Française aujourd'hui voilée qui a une nana qui a 30 ans, j'aimerais discuter avec elle, qu'elle m'explique pourquoi. Mais bon, là encore, elle m'expliquerait qu'elle est libre de le faire et que personne ne l'oblige, ni son frère, ni son mari, ni son père. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Voilà, moi, je fais partie d'une génération, 68 art, tout ce que tu dis, où dans les pays arabes, en Égypte par exemple, les dirigeants arabes dévoilaient les femmes, ou en Iran dans les années 70, on dévoilait les femmes. Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est un peu passé à l'envers, mais si ça vous convient d'être voilé entièrement de la tête aux pieds pour que vos maris soient sûrs, ou vos frères, que personne ne verra votre corps ou vos yeux ou quoi que ce soit... Enfin, ça convient à certaines femmes et pas à d'autres, effectivement. Je veux bien qu'on défende l'idée que les femmes se voilent. Enfin, je suis pas pour les interdictions, là encore. Je pense que la société fera ses choix et puis la société a besoin de bouger et puis les choses se feront lentement. D'accord. Donc les débats qui n'en finissent jamais, je pense que ça alimente la haine, ça alimente l'exclusion, ça alimente la peur de l'autre. Mais est-ce que cette manifestation, elle prouve pas aussi que le peuple est contre le capitalisme actuellement ? Si 49 000... D'abord, cette manifestation, tu parles de celle-là, là? Oui, celle-ci. Il y avait plein de nanas qui n'étaient pas du tout contre le capitalisme dans cette manifestation. Il y avait plein de pancartes où... Oui, mais enfin, il y avait plein de nanas qui étaient... je vais pas compter, je sais pas ce que tu appelles le capitalisme, d'ailleurs, parce qu'on pourrait là encore discuter pendant 2 plombs. Pour le libéralisme. Oui, libéralisme, capitalisme, tout ce qui s'ensuit. Qu'elle propose de changer de société, puis qu'elle prenne les manettes du gouvernement, et puis que... Tu vois, en 2016... La société libérale mondiale, c'est une société qui a permis... que des réalisateurs américains crachent sur la guerre du Vietnam et dénoncent la guerre du Vietnam. C'est ce qui permet à des gens d'écrire des livres dans le monde entier contre les excès du capitalisme. Ça, c'est la société libérale, c'est le libéralisme. Alors, le capitalisme, c'est tout de suite à mettre un mot capital, donc argent. En fait, le mot qu'on devrait choisir, c'est libéralisme. Et moi, je ne connais pas de meilleur système de société que celui dans lequel on vit aujourd'hui. Donc toi, tu dirais qu'elle ne devrait pas être contre le capitalisme, mais plus pour le libéralisme. Je ne sais pas qu'elle devrait... Pas auxquelles devraient, elles font ce qu'elles veulent, mais elles sont toutes évidemment militantes. D'accord, mais justement, elles rejoignent les Gilets jaunes à ce sujet-là. Dans leur militantisme. Donc c'est des causes, c'est ce que je te disais, les causes perdues. Tu me parles de... je sais pas si c'est des causes perdues. Non, je pense que c'est des causes qui en valent d'autres. D'accord. Perdues, j'en sais rien. Je ne me permettrais pas d'être aussi condescendant de dire qu'elles sont perdues. Je
je pense qu'elle se trompe. Quand on voit le résultat des Grenelle et tout ce qui s'ensuit, on peut dire qu'on peut mettre ça en cause perdue, puisqu'elles n'ont pas eu l'écoute qu'elles voulaient avoir. Rien n'a été abouti, le milliard n'a pas été attribué. Mais c'est pas vrai tout ça. Alors vas-y, crache, c'est pas vrai. Le milliard, il a été attribué pour les féministes après les Grenelle de Chiappa et tout ce qui s'ensuit. Le milliard, il a été décortiqué, il n'a pas été attribué. Le milliard, pourquoi faire? Il y a eu des mesures très précises qui ont été faites là, en l'occurrence. Il y a un système législatif qui s'est vachement durci. Les bracelets électroniques, les contrôles par rapport aux mecs violents. Ça c'est nouveau. Mais c'est nouveau, ça a 15 jours. Les logements et tout ce qui s'ensuit, c'était déjà d'actualité. Oui, mais parce que Muriel Robin, depuis 4 mois, a décidé de devenir la passionnariat. Il dit le milliard. Ok, et à la fin, on n'arrête pas de dire en permanence, on veut encore nous augmenter nos impôts, puis il n'y a pas d'argent pour l'école, et puis il n'y a pas d'argent pour l'hôpital. Et on m'enlève 300 euros à mon chômage. Alors je vais faire comment là? Ce que je veux dire, c'est qu'à 300 euros sur ton chômage. Je l'ai pris. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu vas faire comment? Il n'y a pas d'argent magique, il n'y a pas de baguette magique qui donne l'argent. Ta fille, tu as besoin de ça. Non, t'inquiète, on va en parler avec Laurent après. Alors, ouais. En 2016, on va parler d'autre chose. En 2016. Mais tu me dis, tout le monde est contre machin. Enfin, excuse-moi, on parle de 50 000 personnes. Hein. Enfin, on est 60 millions. On est 60 000. Bof. Enfin, j'adore maintenant les 40 000 personnes, c'est beaucoup. Non, mais attends, c'est beaucoup. C'est combien il y avait de personnes dans la rue? C'est combien il y avait de personnes dans la rue au moment où il y a le mariage gay en France en 2012? 1 million. Ouais, d'accord. Ça, c'est beaucoup. Ouais, mais c'est quand même pas mal. Mais 40 000, c'est rien. On s'appelait pas à 49 000, on s'attendait pas à ça quand même. Oui, mais c'est énorme. Enfin, oui, d'accord, les enfants, mais 49 000 personnes, c'est déjà bien, c'est énorme. Non, mais grand respect pour les femmes qui vont dans la rue le dimanche et le samedi pour. T'as été positif jusqu'à maintenant. Pour manifester contre les violences faites aux femmes. Je suis tout à fait d'accord et je participerai avec grand plaisir si j'avais été là. Ah, tu seras peut-être à la prochaine. Mais peut-être. Tu vas y aller avec Coroute. Mais 49 000 personnes. Quoi. Enfin, les gilets jaunes, la dernière fois, c'était combien? C'était 35 000 ou 40 000 personnes. Ouais. À un moment donné, je veux bien que BFM en fasse une boucle du matin, samedi, jusqu'au soir, 8h, jusqu'à 2h du matin, nuit compris, et que le dimanche, on en remette ça. Ouais. L'instrumentalisation. Et sinon, il se passe quoi dans le monde? On parle un peu de l'Inde, on parle un peu de la Chine, on parle un peu de l'Afrique, on parle un peu des États-Unis. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Vraiment. Non, on parle des gilets jaunes et de 40 000 personnes qui cassent la place de la Bastille. Alors, en 2016... pardon, de l'Italie. En 2016, tu soutiens le mouvement En Marche. Ouais. Alors, ma question, c'est pourquoi? C'est une question basique. Hein. Tu as envie de faire un peu de sport. Ouais, je veux savoir pourquoi. T'as 4 heures. Non, parce que je rencontre les gens qui sont à la base de ce mouvement et que pour la première fois, fort de tout ce que vous venez d'entendre, de ce que je viens de vous dire depuis maintenant une heure, j'entends des gens qui, globalement, tiennent un discours un peu novateur sur plein de sujets. C'est ce que j'allais dire. Progressistes, mais vraiment progressistes, qui trouvent qu'il y a des trucs qui ne vont pas parce qu'il y a plein de blocages dans ce pays, qu'il y a un ascenseur social qui est en panne, qu'il y a des gens qui sont assignés à résidence, que là où tu viens fait que la plus grande des injustices, c'est pas, malheureusement, ni le chômage, ni le fric que tu vas gagner ou pas gagner. C'est pas le même niveau d'égalité devant l'école, pas le même niveau d'égalité devant la formation professionnelle. Ça commence à la base, c'est vrai. Mais c'est ça la plus grosse injustice du monde. Et que c'est là-dessus que... voilà. Et que par ailleurs, sur un sujet, je les trouve tellement plus brillants que l'équipe avant et que les équipes avant. Et que c'est des gens qui ont juste une vista du monde, qui voient le monde plus globalement. Pour toi, ils ont des idées novatrices, en fait? Ouais, enfin, qui sont pas non plus révolutionnaires, qui sont juste... on va arrêter de faire de la politique de gauche, de droite. On va arrêter le... Je suis pas d'accord. Non, c'est pas bon, c'est de la merde. Tu vois, ce côté-là permanent, on va essayer de voir s'il y a des gens qui peuvent bosser dans ce pays ensemble pour essayer de faire un truc qui tienne à peu près la route et qui soit concret. Donc ouais, cette démarche-là, moi j'étais rocardien, j'ai toujours été à gauche et j'adorais Michel Rocard. C'est ce que Michel Rocard a jamais réussi à faire dans ce pays. C'est que Macron a réussi à le faire parce que plus beau gosse, un sourire, une façon peut-être de le dire, un côté très brillant. C'est ce que j'allais dire. Au début, moi aussi, j'étais vachement inspirée. Alors, ça peut t'étonner, mais j'étais vachement inspirée. Je me suis dit, il apporte quelque chose de nouveau. Même quand il a ramené certaines personnes, certains chanteurs, certains spectacles à l'Élysée, je me suis dit, mais on n'a jamais vu ça. Et moi, ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais c'est c'est un 2.0, quoi. C'est 2.0. Ouais, mais je pense que c'est un mec qui est dans son époque. Et, il était dans l'air du temps. Mais il l'est toujours. Oui, il est... il a 40 ans. Ouais, il est dans l'air du temps. Et donc, es-tu déçu depuis? Absolument pas. Alors, tu continues dans ta lancée Bien sûr. Rien ne te stoppe. Je pense que plein de choses n'ont pas été faites. Je pense que plein de choses ne vont pas assez vite. Je pense que, comme plein de gens, mais je sais à quel point, déjà, gérer ta propre vie et gouverner 2 personnes dans ton entourage, c'est déjà compliqué. Donc 70 millions de gens qui pensent qu'à gueuler toute la journée et qui sont jamais d'accord, comment dire bon courage. De toute façon, tu penses que c'est pas facile d'être un président, grosso modo.
Je pense que c'est la chose la plus difficile du monde d'être. Et qui, en même temps, mais comme pas que président, comme ministre. Tu disais, en même temps, il est arrivé de nulle part et en même temps, il est jeune. Mais regarde, on a une ministre qui s'appelle Brune Poirson, qui est pas très connue, mais qui est la ministre de une des ministres de l'écologie de ce pays. Elle a 37 ans. C'est une nana qui a toujours travaillé dans la société civile, qui a jamais fait de politique, qui a jamais été députée, qui s'intéressait pas à la politique. Elle a fait de la politique depuis 3 ans. Elle a une compétence parce qu'elle a travaillé en Inde, machin, dans l'eau potable et tout. Elle a fait des études aux États-Unis, machin. C'est une nana qui a un gros niveau. Elle devient secrétaire d'État à l'écologie. Elle s'attaque au plastique, ce qui fait que dans quelques semaines, dans ce pays, ils ont même commencé au McDo. Hein. Voilà. Ils ont commencé au McDo. Les pailles. Et que c'est une révolution, mais considérable, ça. Ça fait 2 ans et demi qu'elle est sur ce projet. C'est un... Tu la connaissais d'avant, cette dame ou jamais. C'est que là que tu... Mais comme tous les Français, je la connaissais pas. Elle n'était pas connue, elle n'a jamais fait de politique de sa vie. Elle a été choisie parce qu'elle était compétente dans son truc et qu'elle avait de l'énergie. Donc tu penses que l'équipe à Macron, ils choisissent ces gens Elle en se fonction de fait leurs démolir du matin jusqu'au soir. C'est son boulot de ministre. C'est même pas de bosser pour nous tous les jours en allant au bureau et en disant... C'est juste de répondre à tous les gens qui disent mais t'es la proie des lobbies, tu t'obéis à ceci, t'es entre les mains d'un tel. On en revient au propos tout à l'heure. Vous êtes tous pourris, ce que vous faites c'est pas assez, vous faites rien, de toute façon vous faites rien, vous êtes tous de la merde, les politiques, etc. Tous ces discours de gens d'extrême gauche, d'extrême droite, qui font qu'on sape, à mon sens, les valeurs de la République, la démocratie représentative, qui pour moi, malgré tout, reste juste le meilleur système qu'on connaisse. Si tu m'en présentes un autre, présente-le-moi, on en discute. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler, chers auditeurs, qu'il est 12h, je dois faire un vœu quand tu regardes l'heure comme ça. Nous sommes avec Laurent Fontaine, vous êtes dans Crash Tamponin, pardon, sur IRM Radio. Crash Tamponin, nouvelle émission sur IRM. J'ai pris une dose de politique, là ça va. On est saoulant peut-être un peu, non? Non, mais vous êtes beau à voir. Vous êtes beau à voir. On n'est pas saoulant. Alors moi, je vais parler de monsieur Julien Audoul. Alors, tu sais qu'il a été, il y a eu des problèmes avec la femme voilée, ce qu'il a dit au Parlement et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que tu penses il a dit ça au Conseil général. Ouais, au Conseil général. Est-ce que tu penses qu'il s'est tiré une balle dans le pied pour son... En fait, est-ce que tu penses qu'il a tiré une balle dans le pied à son parti? Absolument pas. Je crois qu'il a fait très plaisir à tous les gens qui sont racistes et qui votent Le Pen, en dénonçant une maman qui accompagnait son petit garçon, qui montrait son petit, qui était en visite scolaire, c'est ça? En visite scolaire. Et il visitait le Conseil général. Et vous avez tous vu les images. Et il s'en est pris à elle. Je pense qu'il a fait tout à fait à escient et ça a bien marché et que ça a séduit des gens d'extrême gauche. Moi, je sais pas, tu vois. Je sais pas. Je vais dire pourquoi. Parce que là où je suis, je parle avec beaucoup de femmes voilées, beaucoup de femmes des Françaises et tout ça, de toute origine, de tout bord. Et figure-toi que pas mal d'entre elles avaient l'intention de voter Rassemblement National. Moi, ça m'avait choquée. Je me suis dit, mais non, on avait engagé des débats. C'est de la provocation, c'est comme Dieudonné? Non, pas du tout. Non, mais elles étaient sincères. Non, mais je te promets, parce qu'elles se considèrent comme françaises. Et se considérant comme françaises, elles s'attaquaient, par exemple, à l'immigration. Tu sais quoi, s'il y a peut-être 12 femmes voilées qui auraient voté Front National, qui ne vont plus voter parce que Audoul a dit un truc sur les femmes voilées. Il n'y en a pas 12, mais globalement, on pense, il y en a beaucoup plus qui sont inscrits que 12. Oui, mais enfin, tu as compris quand je dis 12. Oui, voilà. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de rebeux voilés aujourd'hui qui votent Front National. Ce que je voulais te dire, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Surtout, il y a beaucoup de Français moyens qui ont entendu ça et qui ont dit « Ah, enfin, quelqu'un qui ose dénoncer les femmes voilées ». Pas du tout. Avec Zemmour, avec ce qui s'est passé avec CNews, il y a beaucoup de gens qui regardaient ces émissions et qui avaient été convaincus, en fait. Il y a des femmes qui ont été convaincues, qui ont commencé à venir en parler avec moi. Je t'assure que c'est vrai. Mais je dis pas qu'il y en a pas. Ça m'a choqué. Tout ce qui s'est passé, juste après ce monsieur, les femmes sont revenues. Toutes, elles m'ont dit oui, tu avais raison, finalement on va nous monter les uns contre les autres. Donc il a perdu une certaine population quand même. Mais il a perdu une certaine population, mais il a tellement gagné des points. C'est minime. Il a tellement gagné des points. Mais quand même. Arrête Coro, t'es en train d'exciter Laurent. Non, mais non. Il a pris de capote, Non. Il marque son numéro. 06. N'importe quoi. J'aime bien griffonner quand je parle en fait. C'est un vieux truc. Mais d'ailleurs je t'ai demandé à bout de papier de théâtre. Ouais, bah oui, je t'ai dit que je vais écrire là-dessus. Ah, c'est de l'aide d'amour ton. Mais non, j'étais. Bien joué. Non, mais voilà. Je pense que s'il l'a fait tout à fait en sachant à qui il parlait et à qui il allait convaincre. Mais quand même, ça veut dire qu'il y avait une certaine partie de la population auquel on ne s'attendait pas qui commençait à être d'avis du Rassemblement National. Oui. Mais moi, je trouve ça choquant. Bah oui. En se disant non, nous on est françaises, c'est eux qui arrivent d'ailleurs, ils nous prennent le boulot. Non seulement elles sont voilées, mais en plus elles votent Front Mais National. Exactement, c'est ça qui m'a choquée. C'est pour ça que j'en parle dans Crash Ton Venin. Des femmes voilées et des femmes qui ne le sont pas, mais qui quand même, je n'aurais pas pensé qu'elles se seraient ralliées au Rassemblement National. Et suite à ça, elles ont toutes changé d'avis. Donc je me dis, il a fait une connerie au double. Voilà, il a fait à la dernière minute. Quel con c'est tout. Voilà. Ça m'étonne pas de lui. Bah non.
C'est bon, Robbie Williams. Hein. C'est magnifique. Je sais que je me fais cracher dessus quand je dis ça. Je suis fan depuis toujours de ce mec. Faut écouter cette version d'un concert de 2004, je crois, qui est dans le parc de Sceaux à Londres. Enfin, le parc de Sceaux de Londres, qui s'appelle Knabor's, et qui est un concert, qui est un des plus beaux concerts qui a été filmé, qui est réalisé de manière magnifique. Il y a 500 000 personnes, 3 soirs de suite. Il a 1 million de personnes devant lui, le mec. Il est au fait de sa gloire et il chante ça. Et il envoie, mais du très lourd. Il déchire. Il déchire, voilà. Alors, on va parler du film... ça sonne... on va parler du film Les Misérables. Tu l'as vu? Non. Non? On m'a dit du bien, mais je ne l'ai pas vu. Apparemment, Monsieur Macron aurait été touché par ce ouais, film. Apparemment. Ça l'aurait vachement ému. Et ce film a fait 461 entrées. 461 000 entrées. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. C'est oui. énorme. Première semaine, non? Ouais, bah oui. Bah oui, donc on en a entendu parler partout. Il a été prisé au Festival de Cannes aussi. Et suite à ça, la Gilly a... Le réalisateur? Oui, le réalisateur a fait un débat sur un blog. Il aurait insulté Zemmour. Oui, j'ai vu ça. Il a dit que c'est un fils de pute, c'est ça? Exactement. Ouf. Et madame... La vérité sort de la bouche des enfants. Et... Alors, t'es d'accord avec ça? Que Zemmour est un fils de pute ou que la Gilly le dit? Que Zemmour est un fils de pute. Bon, je sais pas, c'est pas mes propos de parler de la profession de sa mère quand j'insulte quelqu'un. Je laisse la maman de Zemmour là où elle est, la pauvre. C'est pas ce qu'il y a quand. Mais lui, ouais, Zemmour, c'est un de ces mecs dont je parlais tout à l'heure. On parlait de Dieudonné, on parlait de tous ces gens qui ont des obsessions. Voilà, c'est un mec qui a une obsession, il en a fait un fonds de commerce. La haine. Donc son fric, il le fait uniquement de son truc, et vas-y. Et j'écris un bouquin, ça marche, et on m'invite à la télé, ça marche, on m'invite à la radio, ça marche. Il est plutôt brillant, c'est un historien formidable, c'est un mec qui souvent en débat, tu te dis, ben ouais, il a raison là-dessus. Il a raison. Parce que juste la différence entre lui et les autres, c'est qu'il sait. Et que beaucoup de ses contradicteurs ne savent pas. Moi, j'ai vu un débat entre Yacine Bellatar et Zemmour. Et pourtant, je parlais de Tranier tout à l'heure, l'humoriste de Bellatar chez Nova, qui est chez Deezer aujourd'hui. Donc, j'aime plutôt bien cette bande-là. Mais t'as envie de dire à Bellatar, mais qu'est-ce que tu vas va à l'école avant d'aller contre Zemmour, quoi. C'est vrai? Bah ouais, parce que si tu vas contre Zemmour, faut y aller. Parce que Bellatar, il y va aussi. Hein. Oui, il y va, mais y aller, ça veut rien dire. Enfin, tu vois, s'il n'y a pas de fond. Avoir une grande gueule, dans la société de la grande gueule, ça marche bien, ouais. Mais enfin, ça veut pas dire que t'as raison ni que t'es intelligent. Et Zemmour, malheureusement, il séduit parce que il dit des choses qui sont parfois justes, il connaît bien ses sujets. Il prend son temps. Donc voilà, quand tu parles de colonisation, quand tu parles d'etc., il connaît bien ces sujets-là. Quand tu parles de l'histoire de France, il connaît bien ces sujets-là. Donc ça aide. Maintenant, voilà, c'est un mec qui a une obsession et qui pense que la France n'est plus la France et qu'il y a un grand remplacement et que la France devrait rester la France, comme s'il y avait une France éternelle, une France. Voilà, moi, c'est des discours qui me font penser aux fascistes, qui me font penser à Pétain, qui me font penser à Vichy, à tout ce que je déteste. Donc, je suis contre Zemmour. Zemmour. Mais enfin, je suis contre Zemmour. Arrêtons peut-être de l'écouter, arrêtons de citer son nom. Tout à fait. Même quand on vient à la radio. Non, mais tu vois, à un moment donné, ce n'est qu'un mec qui parle parmi des tas de mecs, quoi. Enfin... ces gens sont. Enfin, Zemmour, je sais pas ce qu'il a fait dans sa vie, à part écrire des articles et machin. Il a travaillé chez lui. Oui, enfin, quand je dis entendons-nous, je pense pas qu'il ait beaucoup passé de temps ni dans un vrai boulot avec des vrais gens, dans une usine, dans quoi que ce soit. Il a jamais créé de boîte, d'entreprise. Enfin, tu vois, Enfin, moi, je préfère tellement plus écouter des gens qui viennent de la société civile. Il a dit qu'il était issu d'un milieu modeste. Oui, mais c'est vrai tout ça. Ouais. Et il est juif en plus, etc. Donc, il était de Montreuil aussi, je pense. Comment? Il était de Montreuil du 93. Oui, mais 93, ça veut rien dire. Moi, je viens du 93. Oui, voilà, c'est ça. Du 9-3. Moi, j'ai vécu à Aubervilliers quand j'étais enfant, pendant 3 ans. Je dis jamais. Je crois que c'est la première fois que je le dis. Ouais, non, toi, tu es du 94. Je suis né à Choisy-le-Roi, ouais. Ah, moi, je suis un vrai 9-4, 9-3. Mais jamais tu m'entendras pas une seul truc de moi disant ça parce que ça veut strictement rien dire. Mais lui, il le dit. Oui, mais parce que c'est une façon de répondre à ceux qui lui disent vous n'y connaissez rien, de dire mais attends, de quoi tu parles, je suis né à Montreuil. Ouais. C'est tellement de l'argumentation de base pour crétin. Il est en train de dire je sais de quoi je parle, d'une certaine manière. Enfin, oui, Montreuil, je pense qu'il a pas dû mettre les pieds depuis 1970. Tu crois? C'est comme si moi je disais ouais, je sais très bien de quoi je parle quand on parle du 9-4. La dernière fois que j'étais dans le 9-4, c'était à Vitry-sur-Seine pour aller porter plainte parce qu'on m'a volé mon scout dans un commissariat. Enfin, tu vois, je connais pas la réalité du 94. Tu vois, j'habite Paris, je suis parisien. Attends, la dernière fois que t'as mis les pieds là-bas, on t'a volé ton scooter? Non. Non, on m'a volé mon scooter. On m'a volé mon scooter dans la plaque. Ça intéresse absolument personne. On m'a volé la plaque d'immatriculation de mon scooter dans le 16e, en bas de chez moi. J'habite dans le 16e. Ouais. Oh. Et il y a les flics du 94 qui m'ont appelé pour me dire on a retrouvé
écoutez, votre plaque a servi de machin. Et venez. Donc je suis allé dans le 94, mais il y a très longtemps que je n'avais pas mis les pieds. Bon, on revient à Ladjili et donc ce qu'il a dit. Il a aussi parlé de Madame El Razoui. El Razoui, tu vois c'est qui la dame qui aurait dit, la journaliste qui aurait dit qu'on peut tirer à balles réelles sur les voyous, grosso modo, hein, de banlieue. Ouais, donc, son franc-parler un peu... C'est très compliqué autour de cette nana. Il faut faire attention à ce qu'on dit sur elle parce que c'est juste une nana qui est menacée de mort en ce moment. Oui. Et que c'est la journaliste la plus menacée. Et si et bien sûr. Oui. Et qu'elle fait partie de la bande de Charlie Hebdo. Enfin, c'est juste quelqu'un qui ouvre sa gueule, qui n'est pas dans une espèce de haine, qui repose des choses. Est-ce que c'est une grande gueule? Ouais, bien sûr. Voilà, comme tu disais, mais qui connaît bien ces sujets, elle aussi. Oui, je suis d'accord. Ouais. Sauf qu'elle n'appelle pas à la haine, et elle n'appelle pas à la haine d'une population, jamais. Elle est maladroite. Elle est peut-être maladroite, mais dans le système BFM, tu es souvent maladroit parce qu'il te pousse à la maladresse. Parce que, tu vois, comme toi, depuis tout à l'heure, tu me dis le nombre de fois où tu me dis. Oui, mais le nombre de fois où tu me dis depuis ce matin. Et tu m'as dit non tout à l'heure. Tu m'as dit le nombre de fois où tu m'as dit ce matin, vas-y, crache ton venin. Mais le thème de l'émission, c'est crache ton venin. Oui, j'ai bien compris. Mais posez-vous aussi la question à un moment donné, pourquoi je devrais cracher mon venin? Bah, dis ce que tu as à dire, ça veut dire. Cracher son venin, ça. Parole libératrice. Je vais pas refaire toute notre émission, mais cracher ton venin, ça ne veut pas forcément dire ce que tu as à dire. Cracher ton venin, c'est dire avec quoi tu n'es pas d'accord. C'est dire un truc qui va tuer quelqu'un. Le venin, ça tue. En tout cas, ça fait considérablement. On peut soigner le venin. Moi, je fonctionne pas. Mais on n'est pas vénineux. Ça pique. Nous, on est des orvets, nous. Oh, les petits orvets, nous. Vous êtes même pas des vrais rebelles. Oh mon Dieu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette nana, faut faire attention à ce qu'on dit quand elle parle, parce que si tu reprends exactement sa phrase, c'est pas exactement ce qu'elle a dit. Elle a été maladroite. Et qu'à un moment donné, c'est une grande défenseuse de la République, elle. C'est son univers, hein, voilà. C'est clair. Ben ouais, mais moi ça me convient. Ça te convient. Ouais, son combat global me convient. Tu dirais quand même que ses propos ont été tendancieux et qu'elle aurait dû... Je dirais que c'est les habituelles maladresses du système BFM où on te demande de parler, et d'être bonne cliente et comme tu t'es en permanence agressé par d'autres gens qui te disent non, t'as tort. C'est vrai qu'ils sont à plusieurs. Et ben par définition, tu te lâches, comme moi peut-être me suis lâché ce matin et que dans 15 jours quelqu'un va dire oui, tu as dit que Dieudonné était très drôle, donc tu défends Dieudonné. Oui, tu as dit que... Non, t'as dit qu'il était bon, qu'il était doué. Oui. Et d'ailleurs, j'en permets de faire une petite parenthèse. Sachez que oui, il y aura le replay de l'émission sur YouTube, mais qu'il sera en entier, sans aucun changement. Après, on peut toujours dire un truc, tu vois, qui est une connerie et que tu dis dans le feu de l'action et qu'on va te reprocher. Et t'en as dit pas mal aujourd'hui, de conneries. Encore mieux qu'aujourd'hui. Si j'ai tout passé le résumé de ma vie. Mais ce que je veux dire, c'est que... voilà, je pense qu'elle a le côté des balles réelles. Elle a dit à un moment donné, quand des forces de l'ordre dans ce pays sont attaquées physiquement, excuse-moi, mais un flic est dans la rue, aujourd'hui il y a quelqu'un qui vient vis-à-vis de lui et qui l'agresse, il a le droit de sortir son arme de service et de faire une sommation et de mettre en joue le mec en disant arrêtez-vous. Non, je suis d'accord avec toi, mais à balles réelles c'est différent. On peut aussi prendre des balles en caoutchouc. Hein. Non, mais même les balles en caoutchouc, je te rappelle que c'était déjà un débat il y a un an. Ouais, mais alors, où il fallait pas non plus. Balles réelles, c'est encore pire. En fait, il faudrait que les flics se fassent. C'est tué. Il faudrait que les flics se fassent, comme on l'a vu, c'est toute la problématique encore de notre société. Il y a les événements du. Je veux pas défendre Castaner, notre ministre de l'Intérieur, mais qu'on aime bien casser, sans jeu de mots. Mais à un moment donné, le mec, il y a les événements à Arc de Triomphe, il est saccagé, les flics ils sont par terre, ils se font encercler et machin. Tout le monde dit Castaner démission, la police fait pas son boulot, regardez Paris ce que c'est devenu. La semaine suivante, il y a un mec qui est blessé à l'œil, c'est Castaner démission, les flics sont trop violents. Mais c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu ne fais rien, faut démissionner, et si tu fais quelque chose, faut que tu démissionnes. Donc, à un moment donné, ce pays, il n'est pas gouvernable. Et que la règle, c'est que, pardon, la manifestation, tout le monde y a le droit, personne ne remet en question ce truc. D'ailleurs, la preuve, c'est que ça manifeste depuis... Ça fait un an qu'on manifeste dans ce pays tous les samedis. Oui, donc, si c'est un pays de fachos, d'ailleurs, ils ont fêté leur anniversaire aux Galeries Lafayette. Ce que tu n'as juste pas le droit de faire, ce que tu n'as juste pas le droit de faire, c'est casser un McDo. Ce que tu n'as juste pas le droit de faire, c'est casser du matériel urbain. Ce que tu n'as juste pas le droit de faire, c'est de prendre des tables de chez du Fouquet's et de les envoyer sur des keufs. Mais à un moment donné, vous êtes d'accord pour qu'on écrive dans la loi qu'on a le droit d'agresser les keufs, donc, et les pompiers, et le SAMU. Enfin, je veux dire que... Moi, je suis d'accord qu'il y a des cons partout. Je suis d'accord qu'il y a des cons partout, et donc les casseurs.
Voilà, parce que c'est les cons. Quand j'étais allé une fois manifester aux Champs-Élysées, j'ai eu une des peurs de ma vie quand même. Se retrouver en plein milieu avec des anciens qui sont là et tu peux sortir de nulle part. Enfin, c'était une petite pression. C'était l'année dernière en décembre. Et il y a des cons partout. Et comme ils en parlaient à Balance ton poste la semaine dernière, parce que j'aime beaucoup, et ben il y avait un monsieur représentant de ça qui disait qu'il y avait des cons partout et qu'il fallait qu'on bosse ensemble aujourd'hui, parce qu'arrive un moment, si on se crache dessus, on pourra jamais faire avancer les choses. Il y a des cons partout, mais enfin, pardon, mais moi... Une minorité. Oui, non, mais oui, il y a un peu plus de cons ailleurs que dans certains endroits qu'ailleurs quand même, tu vois. Enfin, pardon, mais à force de remettre toujours les gens dos à dos, bah là encore, on choisit jamais son camp et personne n'est responsable. Moi, pardon. Bah t'es contre les casseurs. Ah, totalement, ouais. Voilà. Mais pardon, enfin, il y a des cons chez les pompiers, il y a des cons chez les mecs du SAMU. Enfin, aujourd'hui, ton père, il fait une crise cardiaque, le SAMU arrive en 4 minutes, là. Qui permet à des gens d'agresser des médecins du SAMU ou des infirmiers du SAMU, mais qui Alors, je sais pas ce qu'il faut leur faire à ceux-là. Est-ce qu'il faut leur tirer avec LDB? Il faut les matraquer? Il faut juste leur dire, non, arrêtez de taper sur le médecin du SAMU, s'il vous plaît. Non, soyez gentils. Tirer à balles réelles, c'est encore autre chose. Mais d'accord, mais enfin, à un moment donné, tirer à balles réelles, on a l'impression que c'est un truc. Le mot tirer à balles réelles est terrible. Enfin, il y a des keufs qui tuent des gens. Il y a des keufs qui tuent des braqueurs tous les jours, quand même. C'est terrible parce qu'il y a des enfants, des délinquants qui vont se mettre à attaquer, ou comme ils ont fait, c'était un guet-apens, là, qui vont avoir 15-16 ans, et c'est des mineurs, et c'est terrible de tirer à balles réelles. Oui, mais personne tire à balles réelles. Ni gouvernement, ni gouvernement. Faites l'amour, pas la guerre, merde. Je te parle du contexte de madame. De sa gaffe. Je te parle de sa gaffe, en fait. Ouais, bah, parce qu'elle. Comme tu disais, elle a été. On l'a poussée à dire ça. C'est une façon de dire que quand des gens font des choses qui sont en dehors de la loi et sont violents, et ben la police doit pouvoir aussi à un moment donné une résistance, appréhender, bloquer, éventuellement empêcher de nuire. Tout à fait, voilà. Non, évidemment, il est hors de question de mettre des comme autant de la commune, des mecs qui sont avec des trucs qui tirent sur la foule. Ça n'arrivera jamais, ça n'arrivera plus. Parce qu'on sait bien qu'il y a des sales gosses à 16, 17, tu vois, 15 ans, il y a des sales gosses. Et oui, dans ces quartiers-là. D'ailleurs, même dans le film Les Misérables. Ce qui est encore terrible, c'est quand j'entends parler de fascisme dans ce pays et de police. Enfin, visiter le monde. Mais tu sais le nombre de pays où on tire à balles réelles vraiment sur les gens? Oui, tu sais le nombre de pays où les homosexuels sont pendus? Tu sais le nombre de pays où les balles réelles... Non, ici, on a encore de la chance. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Elle l'a dit d'ailleurs. Elle l'a dit. Elle prenait exemple sur les autres pays. Donc elle l'a dit. Moi, je pense qu'elle a été instrumentalisée tout simplement et qu'elle a parlé trop vite et que c'était une grande gueule. Ouais, je sais pas. Tout simplement. Je la connais pas suffisamment pour la défendre, mais en tout cas, je pense que son combat global est un combat qu'on devrait bien réfléchir à défendre, parce que je pense que c'est son combat à elle. Qu'il faut plutôt défendre, nous, pour nos libertés, pour nos enfants et pour notre vie, tout simplement, pour que ça continue d'être fun et que personne ne... Ouais. C'est son combat. Voilà. Alors, donc, je reviens à ce qu'il a dit quand même. Il aurait prétendu... Bon, ça a été supprimé. Hein. Il a été censuré... tu reparles de... Ouais, de Ladjili, le réalisateur des Misérables, pardon. Il a été censuré parce qu'il aurait dit que c'était elle et l'autre monsieur Éric Zemmour qui seraient qui provoqueraient une guerre civile. Et du coup, ça n'a pas plu. Ils étaient pour une guerre civile, en fait. Ils montrent les Français les uns contre les autres. Et du coup, ça a tellement pas plu que le blog a fait censurer cette... Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit censurer ou pas? J'en sais rien. Tout à l'heure, t'étais contre la censure. Ouais, je t'ai pas dit que j'étais contre. Je suis contre la censure dans l'absolu. Maintenant, je pense qu'il faut mettre des limites à ce qu'on doit dire ou pas dire. Voilà. Après, je vois pas ce que ça apporte. Alors donc, les limites ne sont pas établies. C'est compliqué pour moi de juger un mec dont j'ai pas vu le film, que je ne connais pas, que je connais de nom parce que j'avais déjà vu un boulot qu'il avait fait avec TF1. D'ailleurs, il avait fait un faux truc à un moment donné qui était pas mal fait, je crois. Mais tu connais les personnes, tu en connais une. Est-ce que tu penses qu'elle est pour une guerre civile? Qui elle Absolument pas. Voilà, tu la connais, donc tu peux déjà dire que voilà, pour toi... Oui, après, c'est un artiste, c'est un réalisateur, tu vois, peut-être que c'est un mec génial et que là encore, il s'est lui-même fait prendre dans un truc de j'ouvre ma gueule, je crache mon venin. Ouais, une instrumentalisation. Donc il a craché un peu son venin. Ouais, mais... La colère, tu penses que la colère fait dire des choses? En 69, il y a un mec qui s'appelait Guy Debord, D-E-B-O-R-D, qui a écrit un bouquin, qui a créé l'International situationniste, et qui a créé un bouquin qui s'appelait La Société du spectacle. Ouais. On est en 69. Ce mec s'est suicidé en 80 tellement il trouvait que tout ce qu'il avait autour de lui était pourri. Et c'est un bouquin qui est très important dans l'histoire des idées en France. C'est le fait que toute la société globale, et ça c'est une des problématiques du libéralisme,
est marchandisé et que tout devient, y compris la parole, organisé, spectacularisé pour faire du show, etc. Et que ce truc-là, j'y ai participé, j'ai bossé sur un média mainstream qui s'appelle TF1, donc je suis pas en train de jouer le donneur de leçons, là, etc. Je pense qu'on doit tous y réfléchir. Et que, tu vois, j'ai coaché, on le sait, quelques porte-parole d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, dont Castaner, Griveaux, etc. Le premier truc, ces gens-là n'avaient jamais fait de télé de leur vie. Castaner, il était maire d'un village qui s'appelait Fort-Calquier, de 3500 habitants et député. Il est aujourd'hui, il est fort claqué. Et maintenant, je te jure qu'il est fort claqué, ouais. Pardon. Je prendrais pas son job une seconde, crois-moi. Mais ce que je veux te dire, c'est que la grande truc de ces gens-là, c'était de se dire comment on doit faire de la télé, comment on doit être sur un plateau de télé aujourd'hui BFM. Et que le grand débat, qui était hyper intéressant pour moi, c'est de leur dire, vous avez deux solutions. Ou vous conduisez exactement comme les autres, c'est-à-dire que vous rentrez dans le chou, vous envoyez des lourdeurs, vous insultez, vous faites du président des riches, entre guillemets, tu vois. Il n'y a pas un député, l'AREM, qui n'a pas eu le droit de... Ah bah oui, mais votre président, c'est le président des riches. Donc président des riches, président des riches, président des riches, président des riches. Quand à un moment donné, tu es dans un débat et que tu as un mec qui te dit ça 4 fois, tu as envie de t'arrêter, d'arrêter de discuter, de répondre à ce qu'il est en train de te dire. Et tu rentres dans le débat de l'autre. Ça devient une sorte de truc de catch. Et ça, les mecs du Front National, ou les Insoumis, les Corbières, les machins, ils savent ça. Ruffin. Mais c'est leur technique. C'est des tigres. C'est leur technique. Alors toi, tu leur as dit quoi? Essayez de favoriser une forme d'intelligence. Ne répondez pas aux insultes. Dites que ça prendrait une nuit ou 4 heures pour... Dites que les choses sont malheureusement tellement plus compliquées que ça. Et que surtout, dans la tête des gens, c'est marrant, parce qu'on est allé fumer une clope, toi et moi, tout à l'heure, on parlait d'Edouard Philippe, qui est juste un mec bien. Enfin, à un moment donné, il y a plein de gens qui sont aussi des gens bien, qui se lèvent le matin comme vous, en disant... J'ai mon taf à faire, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux apporter pour que ça soit le mieux possible, quoi. Et que, à force de toujours penser que les mecs qui sont en face sont des mecs pourris dans la tronche, c'est comme on parlait des laboratoires tout à l'heure, à force de penser que tous les mecs qui bossent dans les labos pensent à faire de la thune et à tuer des gens, ben tu fais... Mais suicide-toi, quoi. Non, mais les gens moi j'ai des gamins, j'ai pas envie qu'ils aient cette vision-là de la société. Et aujourd'hui, il y a les psychiatres, ça marche de plus en plus, au fond. Mais bien sûr. Les gens, ils prennent de plus en plus de cachets parce qu'ils sont pas bien. Ça dans la tête des gens, mais c'est comme tous les gens, les catastrophistes, les collapsologues qui sont en train de t'expliquer que dans 30 ans, la Terre est foutue. Mais ok, j'ai des filles de 16 ans, je leur dis quoi? Quand tu auras 45 ans, tu seras morte. Non mais c'est ça. Ou alors on fait plus d'enfants. Je leur dis pas un seul instant, il y aura des technologies qui vont peut-être créer de nouveaux trucs, grâce à ta génération, ma chérie. Je leur dis pas, grâce au fait qu'Internet aujourd'hui, la plupart des gens se parlent dans le monde, il y a des tribus formidables, de gens formidables qui font des trucs formidables, et c'est là-dedans qu'il faut que tu t'inscrives. Je leur dis pas, dans la tête des gens, il n'y a pas que de la bouillie et de la merde, il y a aussi plein de fleurs et plein de trucs formidables, et de l'amour, et l'envie de faire des trucs pour les autres. Je leur raconte pas tout ça, je leur raconte que c'est mort, dans 35 ans tout le monde va mourir. Et que je pense que ce débat qu'on a aujourd'hui sur l'info type BFM, l'info... Donc c'est anxiogène. Même encore ce qu'on dit ce matin, réagir à ce qu'a dit un tel sur la truc d'un tel. C'est-à-dire que là tu me fais réagir sur l'Adjilis qu'il a dit de la fille ex-Charlie Hebdo qui elle-même réagissait... Attends, et j'ai pas fini. Il y a encore quelqu'un là qui arrive. Mais je pense que c'est ça dont il faudrait... Mais on est addict à ça. Les réseaux sociaux sont addicts à ça. Et je pense qu'il faudrait qu'on soit capable, et je sais pas la formule magique, d'en faire moins, de donner moins d'importance à tout ça. C'est la modernité. C'est la modernité, on se dirige vers ça. Donc on ne pourra pas faire autrement. Va plutôt que de discuter de Zemmour, quand je dis toi, c'est pas toi, je dis ça aux gens qui nous écoutent. Va regarder les Jackie et Michel. Pourquoi pas, t'as raison, Jackie et Michel, au moins ça sera réjouissant. Tu te fais tirer, mais c'est mieux. Mais va regarder sur internet des formats qui s'appellent les dessous des cartes, qui t'expliquent dans un pays comment ça fonctionne. Va t'instruire, va t'informer. Ah là tu rejoins Méry. Et ouvre un peu moins ta gueule et réagis moins sur les réseaux sociaux. Voyage. Voilà. Non mais clairement. Mais oui, va voir ailleurs comment ça se passe. Mais c'est vrai. Va voir ailleurs, c'est vrai. En France, on est quand même bien lotis. Clairement. On le dit pas assez. La société du spectacle, Guy Debord, il l'a pas vu vraiment venir. Il la voyait déjà arriver après la guerre, aux États-Unis et puis partout, mais c'est l'organisation de la société qui est comme ça. Alors là, on va parler de Polanski, le réalisateur du film J'accuse. Alors il a fait 501 000 entrées. Bien. 500 000 entrées. Ouais, 500 000 entrées. Donc. 1000 et une. Ouais. Et donc c'est quoi la question? Donc vous en pensez quoi du film Le fait que certaines personnes
Non, attends, j'ai pas fini. Le fait que certaines personnes veulent censurer le film, vous êtes pour ou contre? J'ai pas d'avis sur le sujet. C'est terrible à dire, mais je te jure. Pourquoi tu veux pas dissocier l'homme de l'artiste? J'ai un peu tendance à pas vouloir dissocier l'homme de l'artiste. Alors pourquoi? Alors ça m'intéresse. Tu vois, ce qu'on disait sur Dieudo tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, Dieudo, il me fait moins rire quand je sais toute la merde qu'il a dans la tête, quoi. Tu vois, voilà. J'ai pas envie de participer à cette rigolade bien sympathique autour d'un mec qui professe des idées de haine, de racisme et de trucs pas top, quoi. Et donc, je ne connais pas suffisamment Polanski. On dit que... il aurait abusé de certaines filles. On dit, ça a été prouvé. Ça a été oui, il y a un cas qui a été prouvé. Après, les autres, c'est des on-dit. Il a été jugé pour ça, etc. aux États-Unis. Pas suffisamment jugé, mais il a fait de la prison aux États-Unis dans un premier procès. Ouais, après, il s'est échappé. On l'a pas extradé. Ouais, il s'est échappé quand il a appris qu'il y aurait un deuxième procès qui lui serait fait. Et qu'il avait peur qu'il prenne beaucoup plus que ça. Donc, il s'est échappé des États-Unis. Voilà. Maintenant, je connais pas le mec, je sais pas son histoire personnelle, je sais pas ce qu'il a vraiment fait. Tu sais quand même assez. Tu sais quand même qu'il y a un cas où même lui, il a plaidé, il a avoué pour la fille de 13 ans. Tu sais quand même quel genre d'individu c'est. Donc tu sais quand même que même s'il l'a pas fait aux 12 autres... La réponse à ta question, c'est que je ne suis pas allé voir le film et que je n'irai pas voir le film. Bah voilà, tu l'as tout dit. Et ça rejoint, comme tu disais, avec Dieudo. Malheureusement, dès que je sais le côté un peu pourri de la personne, j'écarte un peu de... Maintenant, qui je suis pour dire je veux interdire ce mec. Et puis le problème de l'interdiction, c'est que... Toi, t'es pas pour la censure, de toute façon. Tu l'as dit tout à l'heure. Moyennement, sauf quand des trucs, là encore, dépassent la loi, machin, etc. Enfin, si, je suis pour qu'on empêche quelqu'un de dire à la télé que les Arabes sont des voleurs, que les Juifs sont je sais pas quoi, et que les Noirs sont des feignants. Je suis pour qu'on interdise ça. Et que même dans l'humour, on calme ça. Parce que ces blagues-là, qui sont sous de second degré, fait que tes enfants entendent tout le temps ces trucs, ces vieilles références de feignants, fric. Inconsciemment, ça rentre. Ça rentre, ça fait partie de notre socioculture. Donc même si c'est vrai, ça se dit pas. Oui, voilà. Est-ce que tu aurais fait partie des gens qui boycottent ces news pour monsieur? Je regarde jamais ces news. Mais pas parce que je boycotte. J'aurais pu le boycotter déjà quand ils ont T'aurais pas regardé donc. Quand ils ont d'autres choix que j'aurais. Mais je boycotte pas. Je regarde pas parce que je sais pas, parce que je m'en fous, je regarde déjà très peu la télé, je vais pas regarder ces news, quoi. Mais tu viens de dire que tu auras... Mais je regarde plein de débats en replay avec Zemmour. Donc c'est pas que je boycotte. Non, tu fais comme ta fille, tu essayes d'écouter un peu tout le monde. Quand je t'ai dit que j'ai regardé le Zemmour Bellatar, j'ai regardé en replay le débat entre Yacine Bellatar et Éric Zemmour. Donc oui, parce que ça m'intéresse. Les mécaniques intellectuelles m'intéressent. Pas pour être d'accord avec l'un, j'étais d'accord avec aucun des deux. Je pense que l'un se défendait comme une merde, Yacine, et je pense que l'autre... c'était une merde. Et l'autre, c'est une merde. Donc, mais oui, parce que j'ai besoin de m'informer, parce que j'ai besoin de savoir, parce que malheureusement, on est addict à ce truc-là, quoi. On va passer 1 heure à écouter 2 mecs s'engueuler, dont en final, tu te dis, mais... Qui sont-ils? Ça me rappelle un peu Mitterrand et puis Le Pen à l'époque. Je sais pas, ils passaient leur temps à s'engueuler. J'étais petite, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Et maintenant, on a les anges. Les Marseillais, tout ça. Non, connard. Connard, qu'est-ce que tu fais? T'as niqué ma meuf. Ils regardent pas la télé-réalité, si? Non. Tu vois. Non, alors, pour en revenir à ce qu'on disait, alors, donc tu n'iras pas voir Polanski? Non. T'as répondu non. Non. Et toi, tu iras le voir? Moi, j'aimerais bien voir le film parce que je suis curieux de... Je suis curieux et puis j'ai envie de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il a appris Manu dans ce film. Parce que mais du coup, j'ai entendu ça, qu'il avait réagi par rapport à ça parce que ça lui avait fait prendre une certaine conscience. Donc non, je suis curieux de tout ça, comme j'ai regardé Banlieusards, exactement, comme il faut que je voie Joker aussi parce qu'il paraît qu'il est très bien. Ah non, oui, il est très bien. Je l'ai pas encore vu non plus. Il m'a mis un malaise. J'ai ressenti, franchement, c'est un très bon, un très bon acteur. Je l'ai pas vu, mes enfants l'ont vu, donc tous adoré. Mais vraiment, ça provoque un malaise. Joaquin Phoenix, c'est un géant. Je pense qu'il on va se faire une soirée cinéma, Laurent. On se fait mieux qu'une soirée Zemmour. Et Dieudo. Alors, on parlait d'Édouard Philippe, le Premier ministre. Donc, il a fait un truc super intéressant. On va dans le positif, Laurent. Moi, je fais tout. Moi, c'est crache ton venin. Moi, je suis positive. Alors, il a invité des féministes qui collaient, tu sais, les féministes qui collaient les affiches dehors. À mettre leur truc t'es au courant? À Matignon. À Matignon. À décorer. Attention, à décorer Matignon. Mais moi, je trouve ça formidable. Qu'est-ce que t'en penses? Tu me poses la question à moi? Oui, je trouve ça très bien que... Tu te serais attendu à ça? De sa part? Ouais. Ah ben ouais, parce que c'est un mec hyper rock'n'roll, contrairement à toutes les apparences. Alors vas-y, crache, parce qu'on le voit, il n'y a pas besoin de cracher. Vous savez quoi? Allez voir, avant qu'il soit Premier ministre, il était maire du Havre, une ville qui a beaucoup bougé.
notamment grâce à lui, et qui partait de loin quand même, une ville bien bombardée, bien pourrie, bien naze, bien la ville dans laquelle tu te suicides quand tu es adolescent, hein, tellement il n'y a pas d'avenir, tellement la ville elle est horrible. Il en a fait une ville, allez voir un peu, c'est un peu mieux. Il partait de très loin, je le dis, et allez voir un documentaire qui s'appelle Mon ami de droite, qui a été fait par un réalisateur de gauche et qui est un des meilleurs potes d'enfance d'Édouard Philippe. Quand il était pas Premier ministre, personne pensait qu'il serait ministre même un jour. Il était maire du Havre. Allez voir ce doc. Et c'est filmé par un mec de gauche qui est son pote et qui dit putain, mon pote est devenu maire, je vais aller filmer. Et tu vas voir, t'as tout Édouard Philippe. Parce qu'il s'en prend plein la tête, Édouard Philippe. Hein. Alors, il s'en est pris plein la tête quand même. Comme tous les gens qui font de la politique dans ce pays. Alors moi j'ai trouvé ça beau, je voulais le souligner quand même. Mais c'est un mec bien. Que ça l'avait interpellé. C'est un mec bien. Que malgré tout ce qu'on entend, parce que ces femmes elles se sont pris des amendes, 400 € d'amende. Puis là encore, tu vois, pardon, je voudrais juste te dire un truc, mais là encore on les met tous dans le même sac tout le temps, quoi. Les politiciens. Pour moi, il y a une grosse différence. Tu compares pas Balkany et Macron, Balkany et Édouard Philippe. Je veux dire, qu'on devrait tout à l'heure, je te parlais de Michel Rocard. Ça parle peut-être moins des gens. Michel Rocard, il est mort à 82 ans. Il n'y a jamais eu un scandale sur sa gueule. Il n'y a pas un argent détourné, pas un euro. Le type, il a fini à 80 ans. Il était 80 ans. Oui. Il était député européen. Il allait prendre son train. Il allait à Strasbourg, machin. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, qui font de la politique et qui sont des gens bien. Il y a des maires il y a plein d'élus dans ce pays qui se bougent tous les samedis, tous les dimanches pour les autres, qui reçoivent des gens dans les permanences, qui font bouger les dossiers, qui s'intéressent aux trucs. Et qu'à un moment donné, il y en a un peu marre de ce système anti-républicain, de gens qui sont encore plus pourris généralement. Parlons de ce que tu disais parlons de la famille Le Pen, quand on te dire, malheureux, tu peux les scotcher au mur tellement ils ont toutes les tares du monde. En 30 ans. Mais même Marion. Elle est intelligente elle aussi, hein, mais bon, ça revient, c'est la même catégorie. Dommage que j'ai plus le droit de mettre de fessée, tu vois. mais tu prends Mélenchon, quoi. Alors, j'avais 20 ans, il était déjà sénateur, le mec, quoi. C'est-à-dire que ça fait 40 ans que le mec, il est élu, payé par mes sous, à ouvrir sa bouche et que ça. C'est un des plus riches, non? Je sais pas, mais Mélenchon, il s'est fait quand même avoir, hein. Franchement. Non, mais je parle même pas. Je dis pas que Mélenchon détourne de l'argent. Hein, non, mais je veux dire. Juste qu'à un moment donné. Je me méfie de ta fille, non, mais j'ai pas dit ça non plus. Hein. J'ai pas dit ça non plus. À force de toujours mettre dans le même sac, ça fait toujours gagner les mêmes, quoi. C'est-à-dire ceux qui sont anti-républicains. Il y a. Tu veux dire qu'avant tout, c'est des personnes et qu'il y a des bonnes et des mauvaises, bien sûr, comme chez tout le monde. Bien sûr. Ouais. Sauf chez les pompiers et les infirmiers, sinon il y a des cons partout. Non, mais il y a une petite minorité. Mais même chez les pompiers, il y a des cons certainement. Ce que je veux dire, c'est que globalement. Même chez les gendarmes. Soyons optimistes, faisons un peu confiance aux clairement. Positive. Et arrêtons de. Voilà. Donc ça m'étonne pas qu'il ait fait ça, Édouard Philippe, pour répondre à ta question. Voilà, j'en étais contente. Bon, alors, la thématique des B. On a la thématique des B. Et ici, alors, ça va être quelque chose... Des B. Ouais, alors, B, comme la lettre? Ouais, B. Okay. Soit tu vas te considérer plutôt comme bobo, soit tu vas te considérer plutôt comme banlieusard, ou soit tu vas te considérer plutôt comme bourgeois. Tu t'identifies à quoi le plus? Banlieusard, certainement pas. Ce serait... non. Bobo, non, parce que Bobo, c'est manger du quinoa, c'est adopter un enfant au Vietnam, habiter dans le 4e, et faire de la patinette. Non, mais là, je caricature. Il m'a fait rire, merde. Bobo, est-ce que je suis Bobo? L'esprit Bobo. Oui, en vrai. Ben oui, c'est ça, voilà. Tu serais plus Bobo que bourgeois. Ah, tu vois, je m'attendais pas à ça. Oui, bien sûr. Je me sens pas du tout bourgeois. Pas du tout. Mais absolument pas. J'en ai pas les codes, j'en ai pas les. Je sais pas, hein, t'habites dans le 16e, c'est ouais, mais Zemmour, il habitait Montreuil. Hein. mais maintenant, il y habite plus. Mais non, il habitait Montreuil, lui. Mais oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que je sais pas, plutôt bobo au sens bourgeois bohème. Je me couche à 3h du matin, je regarde Netflix, je peux pas dire que je suis pas bobo. À base de séries anxieuses. Je mange des trucs food, international food. Je vais en week-end à Marrakech, je peux pas dire que je suis pas bobo, bien sûr, évidemment. Donc, mais dans Bobo, il y a toujours le côté un peu pull qui gratte et patinette, quoi. Je fais pas de patinette, quoi. Je sais pas, moi je te voyais pas Bobo, mais bon, ça de trottinette, tu vois pourquoi je dis patinette? Regarde, elle est là, la mienne. Bah oui, voilà. Toi, t'es Bobo, toi. Moi, je suis plus Bobo. Oui, j'avoue. Je sais pas, toi, t'es plus banlieusard. Bon, thématique des paysan, moi. Mais je trouverais banlieusard, ouais, mais moi, je me sens paysan. Paysan. Ouais, mais il n'y a pas dans tes B. Ah ouais, merde. Donc, je dirais pas bourgeois, non. Paysan? Ouais, paysan, c'est possible. Tu viens de la campagne, pour ça. Ouais. Non, moi, c'est la banlieue. Hein. Donc, Bobo. Ouais, voilà.
Plutôt, si tu dois choisir entre les 3. Ouais. T'as d'autres trucs dans non, ton bébé? Non, c'est bon, c'est les 3. T'as choisi Bobo Bohème. Hein, La Fontaine, Bobo Bohème. Ouais. Moi, je vais faire Cette fille est folle. Tout à fait. Je vais faire ta dédicace. Alors, vous êtes prêts? Oui. Alors, vous voulez la musique avant ou après? Après. Après, dédicace. Laurent Lafontaine. J'ai fait exprès. Laurent Lafontaine. Depuis des années, tu nous émerveilles par ta vivacité et ton côté joyeux luron, émancipé. Tu es instruit tel un messie. Ton regard est clair et pétillant tel celui d'un enfant. T'es amoureuse, toi? Malin, tu l'es et le restera jusqu'à la fin. Tiens. Hey. N'oubliez pas vos vaccins avant d'écouter Crash ton venin avec Coro et Tafit. Les personnalités viennent vider leur sac sur irm.radio tous les mardis à 11h. Dans Crash ton venin, IRM scanne ta grogne. IRM scanne ta vie. IRM. Alors Laurent, ton ressenti, tes impressions sur... Ah, je pensais pas que j'allais passer 2 heures un mardi matin sous la pluie à parler de Zemmour, de Polanski, des femmes voilées, du racisme, de la banlieue, du progressisme, de Macron, des keufs, du Premier ministre. Qui a fait un super truc. Ça va faire du déjeuner. Tu sais quoi, je te propose une petite pause avec une musique que tu as choisie. D'ailleurs, j'adore beaucoup. Necfeu, l'homme pâle, à la trappe. Ça fait comme ça. Bien joué. Eh bien, chers amis auditeurs, auditrices, vous étiez sur irm.radio dans Crash ton venin avec Coro et Monsieur Laurent Fontaine. On en était, tu viens nous donner ton compte Insta pour que je like ton compte Insta et que tu likes le mien, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça me ferait plaisir que tu... On fait en live. Alors, cool. Le tien, c'est Laurent Fontaine, c'est ça? Ouais. Si je ne m'abuse, je me suis abonné à toi hier. Oh, alors tu t'es bien abusé, alors. Et toi, le tien, c'est quoi? Tafit officiel. Tafit. C'est beau, ça. Et c'est vrai que ça me ferait plaisir de pouvoir avoir des nouvelles et que tu me dises ton avis. Voilà, c'est fait. Quand il y a lieu d'y avoir. S'abonner en retour. Oh oui. Et toi alors, Laurent, as-tu... Alors, on en était... justement, c'est ce que on vient d'écouter du rap. Moi, je vous invite à ceux qui nous écoutent à vous abonner à un truc qui s'appelle les perles du rap. Les perles du rap. Ce qui est vraiment un compte Insta qui est super bien foutu sur des vieux titres de rap, du culte, de ce qui se fait aujourd'hui. Et sauf que c'est mon fils qui a lancé ça il y a 2 ans, donc je fais la promo dès que je peux du compte Insta perles du rap de mon fils Milo Fontaine. Du tout Bibi. Est-ce que tu reviens à la télé prochainement? Non. Non, tu comptes pas revenir? Non. Enfin, t'es mieux derrière? Non, c'est que je pense qu'il faut laisser la place à d'autres. Ah, tu laisses la place. Bon, nous, on est là, hein. C'est compliqué de répondre à cette question parce qu'en fait, s'il y avait quelqu'un qui venait me voir en me disant j'ai un super projet qui me plairait bien, tu ferais ta gueule sur tel ou tel truc. Mais tu vois bien que ma pensée est tellement devenue complexe aujourd'hui et tellement compliquée que je me sentirais pas super bien. J'ai bossé à Balance ton poste l'an dernier pour lancer cette émission avec l'équipe de Cyril. J'étais un des conseillers de Cyril sur cette émission. Ça, je me demande, est-ce que tu vas y retourner? Mais Cyril m'avait dit au départ, viens autour de la table. Viens autour de la table, évidemment, il y aura Nolo, il y aura machin. J'ai dit non. J'ai dit non parce que aussi, comme je fais beaucoup de conseils en communication aujourd'hui et que je conseille notamment, on a cité quelques noms tout à l'heure, des gens qui font partie de l'équipe actuelle gouvernementale ou parlementaire. C'est compliqué d'aller à la télé. Tu vois, prenons l'exemple je suis proche de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, tout le monde le sait, c'est dans la presse, machin. Il y a un débat dans Balance ton poste sur les gilets jaunes ou sur le LDB. Tu penses que tu seras pas neutre? Soit je vais défendre en essayant d'être le plus intelligent et le plus sincère possible, parce que j'ai essayé d'être ce matin. Tes positions. Mais mes positions, mais on va dire, mais il est gentil, lui. Évidemment, et c'est le pote de l'autre, donc il est acheté. Et si je casse, à un moment donné, ils vont me dire, mais donc tu tu te mets une balle dans le pied, quoi. C'est un truc où tu peux pas être jugé parti, quoi. Voilà. Et je pense que quand tu conseilles des gens, il faut accepter ce rôle d'être dans l'ombre un peu et puis que c'est... Ah non, mais c'est tout à ton honneur, moi je suis d'accord avec toi. Et puis que faire de la télé, ça n'a jamais été un truc. Moi je suis pas encore... On a commencé cette émission en parlant de Chavannes, de Coé et Halouna. Ces trois-là, ils se sont levés, quand ils sont nés, sortant du ventre de leur mère, ils étaient déjà assis sur une table en train de faire les clowns. Moi, je suis arrivé dans la télé par hasard. On en a parlé tout à l'heure parce qu'on a écrit un bouquin, puis qu'on nous a appelés. J'ai jamais frappé à une porte.
Tu vois, j'ai vu Cyril, j'ai vu Cyril dans l'avion hier, Hanouna. Je lui ai pas dit, au fait, Cyril, il faut absolument qu'on se voit la semaine prochaine parce que j'ai un super projet à te proposer, j'ai une super idée. Je suis pas dans ce mood, quoi. Donc au final, tu laisses la place aux autres, tout simplement. Ouais, et puis je pense que les gens, il faut qu'ils aient envie de toi. Ton envie à toi suffit pas à un moment donné. Mon temps, il a été fait de l'envie pour moi, tu vois. J'ai passé 20 ans dans la téloge, ça va. Aujourd'hui, soit j'ai un rôle où je viens faire une. Mais si c'est pour être un des chroniqueurs multiples des émissions que la semaine prochaine, tu vas dire est-ce que vous avez écouté ce qu'a dit Laurent Fontaine sur BFM l'autre jour? Quand même, il est allé très loin. Est-ce que vous condamnez? Et tu feras discuter de gens comme Méry de ce que j'ai dit sur une chaîne de télé où je serai invité. Ça t'intéresse plus. Et est-ce que tu te vois dans la politique un jour? Est-ce que tu te vois dans la politique un jour? Non, parce je vote pour toi, moi. Non, parce que si je m'étais vu dans la politique, il y a longtemps que j'en aurais fait, ma chérie. C'est une simple question. Non, parce que dans les années 80, j'ai été jeune assistant parlementaire, jeune intéressé par la politique et tout, militant, et que je me suis jamais présenté à une élection. C'est pas mon truc. C'est tellement dur de faire de la politique. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, à un moment donné, c'est bien de les fracasser tout le temps. Mais je voudrais juste donner un conseil à ceux qui nous écoutent. C'est vous qui passez votre temps à fracasser. dites-vous, posez-vous la question de temps en temps, qui vous fracassez vraiment? Est-ce que vous fracassez les bonnes personnes? Parce qu'à force de les fracasser ceux-là, d'abord il y a de l'humain, mais au-delà de ça, parce que bon, ils ont choisi à la limite de faire de la politique. Alors, je peux pas non plus dire oui, mais ils ont des enfants. Non, ça c'est leur choix. Mais vous savez pas. Trompe de combat, c'est ça? Je pense. Vous verrez qui arrivera derrière. Et vous verrez qui ramassera la mise de tout ça. Pire, et je peux vous assurer que le jour où des Ruffins, tout gentil qu'il a l'air, et tout sincère qu'il a l'air, et tout proche du peuple qu'il a l'air, ou des Mélenchon, ou des Alexis Corbière, ou des le roux là, comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Il est pas mal. Oui, il est pas mal, ouais. Et ne parlons même pas de des raclures d'extrême droite. Ben, le jour où ces gens-là arriveront au pouvoir, et ben, vous verrez, c'est ce qui s'est passé en Italie. Regardez dans quel état l'Italie, un an et demi après l'arrivée de l'extrême droite et de l'extrême gauche au pouvoir ensemble. Ben, en attendant, Laurent... Les émigrés, ils sont dans la mer. C'est vrai. Pur et dur. Laurent, on te remercie de ta présence aujourd'hui, de ta transparence. Et on vous souhaite une très bonne semaine à vous, auditeurs. Ouais. Coro, dernier message? Ah oui, moi j'ai eu un petit message tout mignonné, hein, pas du tout, hein. Alors là je suis dans la dérive totale. J'ai reçu une lettre de menace chez moi d'un vrai Français, pure souche et blanc de surcroît, et il a souligné blanc, tu vois. Alors moi je lui réponds tout simplement, hein, s'il a des lettres à envoyer, je les envoie à Crash ton venin, d'accord. J'ai fait mon devoir de bonne française, j'ai été porter plainte. Et je dirais juste qu'il faut qu'il revoie la langue de Molière, parce que sur sa lettre, dans chaque phrase, il y avait une faute d'orthographe. Donc, oui, mais ça c'est normal. Voilà. Et c'est tellement lâche. C'est raccord, quoi. Mais ça veut dire que on nous écoute. Et bien, tant mieux. Ben voilà. C'est marrant que tu peux. Je peux finir une phrase. Oui, t'inquiète. Ce qui est marrant que tu dis ça, c'est que pendant la campagne présidentielle, il y avait une analyse qui était intéressante, c'est de dire, et je vais dire un truc vraiment pas sympa pour les gens qui votent Le Pen là, c'est qu'en fait, les endroits où ça vote Le Pen et les gens où ça, les professions où ça vote Le Pen, c'est généralement toutes les professions qui votent à l'extrême droite qui ont le moins d'éducation et de formation. Donc là encore, on revient toujours aux mêmes problématiques de la formation, de l'éducation, du rôle important de l'école et de la formation professionnelle initiale et continue. Je comprends mieux pourquoi je vote pour ça. Et attends, je termine sur une chose, je suis une vraie Française, hein. Je suis née en France. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, on vous souhaite une très bonne semaine. Merci à tous. On revient la semaine prochaine de 11h à 13h. Soyez heureux. En attendant, bonne semaine.